Bonjour et bienvenue à ce séminaire, à ce webinaire de l'Académie royale consacré à la parole des gouvernants. Mon nom est Nicolas Simon et je travaille comme attaché scientifique à l'Académie royale et je veillerai à vous guider tout au long de cet événement. Alors, en premier lieu et au nom de l'Académie, permettez-moi de vous remercier, vous, membres du public, pour l'intérêt que vous avez manifesté à l'égard de ce webinaire, vu que nous avons enregistré plus de 260 inscriptions en un peu moins de 15 jours. Donc, je pense que c'est quasiment du jamais vu. Du fond du cœur, un grand merci pour votre présence aujourd'hui, même si celle-ci n'est évidemment que virtuelle. Alors, dans cette introduction, je souhaiterais revenir sur les raisons qui nous ont poussés à organiser cet événement. Tout d'abord, celui-ci répond aux missions de l'Académie royale et plus encore dans le contexte de la crise sanitaire que nous connaissons. Comme le rappelait récemment le secrétaire perpétuel Didier Vivier, nous avons besoin, peut-être plus que jamais, de poser un regard critique sur les choses afin de peut-être découvrir des aspects du réel qui nous avaient échappé. Ce webinaire entend répondre à cet objectif de manière quelque peu décalée, car nous avons voulu répondre à un événement d'actualité dont vous avez peut-être, voire sans doute, été les témoins directs. Cet événement, je veux bien sûr parler de l'assaut mené le 6 janvier dernier par une troupe de supporters du président Donald Trump sur le bâtiment du Congrès américain, alors que le Sénat, présidé par le vice-président Mike Pence, s'apprêtait à ratifier les résultats de l'élection présidentielle que Donald Trump lui-même contestait alors depuis presque 2 mois. Cet événement et son déroulement étaient de nature à offrir une réflexion tant sur la parole des gouvernants que sur la médiatisation de tels événements par les réseaux sociaux. En outre, les conséquences politiques de cet événement se sont notamment matérialisées par un bannissement, voire ce que d'aucuns ont appelé une censure de Donald Trump de pratiquement toutes les plateformes sur lesquelles il était présent. Les émeutiers galvanisés par la parole présidentielle n'ont d'ailleurs eu aucun problème à aussi diffuser leur agissement en direct sur des réseaux sociaux comme TikTok ou Parler. Et donc, ceci nous a conduit à plusieurs questions qui relèvent à la fois de la rhétorique, de la théorie politique, mais aussi du droit du numérique. Alors, il y aura un premier panel consacré au débat contradictoire en temps de crise. Il sera modéré par le professeur Didier Vivier, secrétaire perpétuel de l'Académie royale, professeur ordinaire et recteur honoraire de l'Université libre de Bruxelles. Il introduira donc lui-même les 3 panélistes dont vous voyez le nom à l'écran. Et 3 moments vont structurer ce premier panel. Il sera d'abord question de la parole conflictuelle, voire délictueuse, qui permettra d'enchaîner sur un autre élément, à savoir la parole médiatisée. Et enfin, c'est la parole démocratique que les intervenantes et intervenants tenteront de circonscrire. Ce questionnement nous paraissait particulièrement important dans la mesure, en fait, où depuis une dizaine d'années, la théorie politique soutient qu'il y a une crise démocratique et que celle-ci serait surtout une crise des institutions représentatives, moins qu'un affaiblissement même de la notion de représentation. On voit ainsi une prolifération des prétentions à parler au nom de ou pour quelqu'un. C'est la logique de la représentation mandat où la parole de l'élu, par exemple, peut être sujette à une remise en question si les gens pour qui on parle ne sont finalement pas d'accord. On observe toutefois la résurgence d'une représentation incarnation où des personnes ne parlent plus au nom d'un groupe, mais parlent en tant que. Et l'exemple le plus récent et le plus important sans doute est celui des Gilets jaunes, où les représentants du mouvement qui s'exprimaient dans les médias classiques soulignaient toutes et tous qu'ils n'étaient justement pas des porte-paroles et qu'ils s'exprimaient en partie en leur nom propre. Plus globalement, on se pose la question donc du fonctionnement des institutions politiques et de celles et ceux qui y siègent. Dans un article récent paru récemment dans la revue Esprit en octobre 2020, le philosophe français Michael Fossel écrivait ceci, et je le cite, « Prises au piège de leurs procédures et du droit à la contestation qu'elles accordent à leurs citoyens, les démocraties semblent toujours en retard. Faute d'agir, elles organiseraient une perpétuelle prise de parole qui tranche avec la fermeté des régimes autoritaires ou présidentialistes. » Ce que Michael Fossel nomme une vulgate se répandant d'autant plus vite en période de crise, à l'instar de celle que l'on observe à l'heure actuelle, signifie, et je le cite de nouveau, que la rapidité de la prise de décision est érigée en véritable vertu. Or, on voit bien qu'aujourd'hui, le manque de débat parlementaire concernant l'utilisation de nos données personnelles est au cœur des enjeux immédiats liés à la gestion de la pandémie.
Ceci permettra d'opérer aussi une transition fluide vers le second panel qui abordera plus directement la place des réseaux sociaux et le rôle des algorithmes. Ce second panel sera modéré par la professeure Isabelle Ferreras, présidente de l'Académie royale de Belgique, maître de recherche au FNRS et professeure à l'UC Louvain. Pour ce deuxième panel, deux approches ont été retenues. Donc, dans un premier temps, la discussion tâchera d'opérer un diagnostic sur la situation actuelle avant de réfléchir à des pistes d'action envisagées. La place et le rôle de ces plateformes dans le débat public ne cessent de gagner en importance depuis que celles-ci ont pris conscience, notamment après l'élection présidentielle américaine de 2016, qu'elles pouvaient jouer un rôle d'éditorialisation dans les contenus qui étaient postés sur les plateformes. La manifestation la plus éclatante de cette évolution a été la décision justement de bannir Donald Trump de Twitter, décision qui a été suivie, comme vous le savez, par quantité d'autres plateformes. Jugée trop tardive par certains, la réaction a néanmoins permis de mesurer le poids que les entreprises privées disposent quand vient l'heure de décider d'une modération de la parole publique. Les réflexions de ce second panel pourront sans conteste s'inscrire dans la lignée des travaux récents mobilisant par exemple le concept de capitalisme de surveillance popularisé par Shoshana Zuboff, puisque ces entreprises privées sont en mesure de surveiller nos moindres faits et gestes par le biais d'appareils supposés nous faciliter la vie. Shoshana Zuboff met en évidence aussi que ces outils numériques, je les cite, menacent de défaire la démocratie tout en refondant l'ordre social entièrement. Les tensions critiques qui émergent en Belgique, par exemple, à l'égard de la collecte et de la gestion des données par le gouvernement fédéral dans le cadre de la lutte contre la pandémie sont un exemple parmi d'autres. Shoshana Zuboff nous rappelle aussi qu'il est très difficile de pouvoir avoir une réflexion sereine sur le numérique, car, je cite, le royaume du numérique submerge et redéfinit tout ce qui est familier avant même que nous ayons eu l'occasion de réfléchir et de décider. Donc, les enjeux sont d'autant plus grands que ce sont dorénavant tous les aspects, en fait, de l'expérience humaine qui sont pris en considération pour à la fois quantifier, analyser, suggérer ou bien influencer les comportements à partir d'actions antérieures que nous aurions adoptées. Donc, voici résumé à très gros traits les enjeux de la discussion de cet après-midi. Quelques informations pratiques avant d'entrer dans le vif du sujet. Chaque panel durera 50 minutes. On fera une courte pause de 5 minutes, sans doute vers 15h ou 15h05, afin que tout le monde puisse avoir un petit peu le temps de souffler, se dégourdir un peu les jambes, de verser une tasse de café ou de thé pour tenir le coup jusqu'à 16h. Les professeurs Didier Vivier et Isabelle Ferreras assureront la bonne conduite des discussions. Si vous souhaitez poser des questions à nos panélistes, je vous demanderai de bien vouloir utiliser le bouton questions-réponses, Q&R, qui se trouve en bas de votre fenêtre Zoom. Et donc, je me chargerai de faire le résumé de ces questions pour les communiquer en cours de discussion aux panélistes. Alors, on essaiera évidemment de répondre du mieux possible à celle-ci, mais compte tenu de votre présence, donc comme j'ai dit, il y a eu plus de 260 inscriptions, vous êtes pratiquement déjà 150, donc c'est pas impossible que nous ne puissions pas répondre malheureusement à l'ensemble de ces questions. Enfin, je me permettrai de publier dans la conversation des liens vers des contenus liés à la discussion, afin que vous puissiez aussi prolonger la réflexion au-delà de ce webinaire. Et enfin, vu l'importance des thématiques qui sont abordées aujourd'hui, nous avons décidé d'enregistrer ce webinaire et l'enregistrement sera mis en ligne sur la plateforme média de l'Académie royale, l'académie.tv, et vous pourrez donc retrouver l'ensemble de la discussion sur ce site internet ainsi que sur la chaîne YouTube de l'Académie royale. Encore une fois, je vous remercie pour votre présence aujourd'hui et je cède sans plus tarder la parole à Didier Vivier, secrétaire perpétuel de l'Académie royale, pour le premier panel. Merci beaucoup Nicolas, et bonjour à toutes et à tous. La première partie de nos échanges va en effet nous conduire à nous intéresser à la manière dont les gouvernants manient la parole. Comment l'utilisent-ils pour gouverner, puisque au moins historiquement, la démocratie est d'abord et avant tout un partage, un usage politique de la parole. Et pour nous aider à décrypter cette actualité de la parole des gouvernants, trois intervenants aux compétences très diverses. Emmanuel Damblon, qui est linguiste, professeur de rhétorique et d'argumentation à l'Université libre de Bruxelles et membre de l'Académie royale de Belgique. Philippe Van Parijs,
philosophe, mais aussi docteur en sciences sociales, professeur émérite de l'Université catholique de Louvain, mais aussi de la KULE, venez et j'en passe, et beaucoup d'autres. Lui aussi, académicien au sein de la classe des lettres et des sciences morales et politiques. Et puis enfin, Olivia Venet, juriste, avocate et présidente. C'est aussi à ce titre que je la remercie de nous faire l'honneur de sa présence, présidente de la Ligue des droits humains. Donc commençons tout de suite, comme le disait Nicolas, par ce que j'appellerais la parole délictueuse, à savoir celle d'un président des États-Unis, Donald Trump, qui incite ses partisans à se rendre au Capitole pour peser sur un mécanisme institutionnel de base, j'ai envie de dire, puisqu'il s'agit quand même de la reconnaissance de la victoire d'un autre candidat à l'élection présidentielle. Alors, Philippe Van Parijs, quand Donald Trump fait l'objet d'une procédure d'impeachment pour incitation à l'insurrection, chose quand même peu banale, même dans l'histoire des États-Unis, qui compte quand même pas mal de remises en cause finalement de l'élection d'un candidat. Quel commentaire cela vous inspire-t-il comme ça, d'entrée de jeu? Mais pour moi, en voyant les événements de décembre et janvier dernier, ça a été un flashback immédiat à 4 années auparavant. J'étais à Florence en décembre 2016 et mon livre de chevet que je viens de retrouver, c'est un livre intitulé Volpi e Leoni, des renards et des lions, qui portait sur la passation de pouvoir à l'époque des Médicis à Florence. Et à ce moment, je vois Washington, la Maison-Blanche, Obama accueille Trump et qui lui dit voilà, monsieur Trump, Michel va montrer à Melania la maison, mon équipe est à votre disposition pour assurer la transition. Les deux gars se voyaient là-bas pour la première fois dans leur existence. C'était le candidat du président sortant qui avait obtenu le plus de voix aux élections. Et néanmoins, on dit Welcome, Mr. Trump. La règle est la règle. C'est vous qui allez être le patron pendant les 4 années à venir. Et je me suis dit waouh, quel progrès dans la civilisation depuis Florence à l'époque des Médicis, hein, de voir comment, grâce à nos institutions, ce n'est pas que l'ADN de M. Trump et d'Obama soit fondamentalement différent de ceux des Médicis, mais c'est le progrès de nos institutions qui fait que le passage du pouvoir, même dans le cas des personnes qui détiennent le plus grand pouvoir politique au monde, peut se faire d'une manière aussi civilisée. Alors, en voyant Washington cette année, je me suis dit, oui, est-ce que c'est là un petit hockey de l'histoire? Et après tout, les institutions américaines se sont pas mal débrouillées depuis lors. Ou est-ce que c'est l'amorce d'un retour à la barbarie? L'avenir le dira. Merci beaucoup, mais bien apprécier le registre des discours et donc de la parole de nos gouvernants, c'est évidemment la première clé d'une bonne évaluation de ces situations de communication politique. Alors, je voudrais m'adresser à Emmanuel Damblon et donc à une spécialiste de rhétorique pour tenter de cerner le type de discours mis en œuvre par le président Trump, particulièrement dans sa harangue dans l'épisode du 6 janvier. Comment peut-on décrypter cette harangue de Donald Trump? Quels sont les rapports qu'elle entretient avec ce qu'on pourrait appeler les discours de propagande traditionnels ou un discours épidictique, comme on les appelle dans la rhétorique classique? Emmanuel Damblon, est-ce que la linguiste peut nous éclairer là-dessus? Ah ben oui, je vais essayer et je crois. Et en effet, je pense que le nœud de l'affaire, à mon avis, pour aller dans le sens de l'éventuel pessimisme de Philippe Van Parijs, c'est la question de l'épidictique. Si on s'en souvient, les discours épidictiques, parmi lesquels on peut ranger la harangue, sont en fait de grands poèmes politiques. Ça sert à faire du bien, à créer de la confiance. Et le nerf de la guerre épidictique, si je peux dire, c'est la poésie. Et donc, je crois qu'on sera tous bien d'accord, tout simplement pour dire que les tweets de Donald Trump sont à peu près le contraire de toute l'idée qu'on se fait de la poésie. Donc ça, je crois que c'est la première chose importante à dire. La deuxième chose,
qui est peut-être plus problématique, c'est qu'une fois qu'on s'est rassuré sur le fait que Donald Trump n'a pas fait d'épidictique et que donc sa harangue était une forme de propagande. Alors, est-ce qu'elle est un retour, le signe d'un retour à la barbarie ou autre chose? Je crois que cette forme très, très dégradée d'épidictique qui ressemble à de la propagande et à une invitation à l'insurrection, nous dit quelque chose de notre rapport au discours et aux institutions. C'est-à-dire que, au fond, ce que Perelman disait de l'épidictique, c'est que ça crée une disposition générale à l'action. Mais là, ce qui s'est passé, c'est que Donald Trump, avec ses tweets, a créé une insurrection qui en fait était une disposition générale à l'inaction, c'est-à-dire à un lien social dans lequel il n'y a plus aucune vision. Donc je crois qu'on a là une double crise, une crise de la rhétorique et une crise de la démocratie. Alors si on s'intéresse au domaine juridique maintenant, Olivia Venet, pensez-vous que ce soit une instance politique qui doive décider de la culpabilité d'un gouvernant? Alors bien sûr, la décision de lancer une procédure d'impeachment, comme on l'a vu se dérouler il y a quelques semaines aux États-Unis, peut et doit sans doute être du ressort d'une instance politique élue démocratiquement. OK, mais une fois que la décision de la procédure est lancée, ne faut-il quand même pas une séparation des pouvoirs au risque de voir tout le mécanisme se geler, comme on l'a vu d'ailleurs aux États-Unis, par manque non pas d'une sentence judiciaire, mais d'une opportunité politique? Merci beaucoup. Je vais commencer par réagir effectivement en tant que juriste et aussi en tant qu'avocate pénaliste parce que on a le sentiment aussi qu'il y a la culpabilité, donc la présomption d'innocence d'un autre côté. Et dire la culpabilité dans un processus judiciaire, c'est un processus extrêmement organisé, extrêmement codifié par la justice, où chacun peut prendre la parole dans un rythme très précis, avec des règles très particulières, ce qui mènera ou pas à un verdict de culpabilité. Et on voit qu'ici, dans ce qui s'est passé aux États-Unis, je ne suis pas une experte du fonctionnement des institutions américaines, mais en tout cas, il y a eu manifestement une incapacité pour cette instance politique à prendre à un certain moment une décision trop difficile à prendre politiquement pour les sénateurs qui étaient présents. Je voyais que dans la conversation, on rappelait le nombre de sénateurs qui avaient voté pour, voté contre, et donc il n'y a pas eu d'impeachment puisqu'il n'y a pas eu cette majorité spéciale. Mais est-ce qu'il y aurait, quelqu'un utilise le terme de culpabilité morale? C'est précisément ce qui est difficile à évaluer. Et c'est pour ça qu'on confie à une juridiction le soin de déterminer ce qu'est un délit et si la personne est coupable ou pas. Alors, c'est en lien avec la séparation des pouvoirs, et moi, je sens ici cette incapacité d'un même pouvoir à s'auto-censurer quelque part, à être juge et partie. Et j'ai envie de faire la réflexion par rapport à ce qu'on vit un peu chez nous. Donc, on a nos trois pouvoirs, le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire, mais on a quand même une érosion très forte qu'on constate depuis de nombreuses années de cette séparation des pouvoirs, avec une concentration des pouvoirs dans les mains de l'exécutif. D'une part parce que le Parlement n'agit bien souvent que sur impulsion de l'exécutif, et d'autre part parce que la justice souffre d'un sous-financement chronique qui l'empêche de fonctionner correctement. Et c'est problématique parce que, c'est ce qu'on a vu dans cette procédure d'impeachment, il n'y a finalement qu'un pouvoir équivalent et constitué avec la même valeur oui, au sein de la Constitution, aussi au sein de la démocratie, qui peut arrêter le pouvoir. Et je pense qu'il aurait été souhaitable, parce que ce qui s'est passé évidemment aux États-Unis nous a tous bouleversés, et je pense à bouleverser tous les démocrates que nous sommes, et le parallèle que M. Van Parijs faisait avec ce qui s'est passé il y a 4 ans est terriblement frappant, avec la cordialité, la civilité et le chaos de l'autre côté. Et j'ai envie de dire, et dans la crise qu'on vit aujourd'hui, c'est ça qui nous interpelle à la Ligue des droits humains et qui nous fait nous inquiéter, c'est que la démocratie est un système fragile, avec un équilibre précaire, et qu'il faut s'en souvenir. Et cet équilibre, il tient aussi à la séparation des pouvoirs. Et quand cette séparation des pouvoirs s'effrite, eh ben, c'est la démocratie elle-même qui est en danger. Voilà. Merci beaucoup à tous les trois. Je voudrais passer maintenant
à la parole médiatisée. C'est une manière déjà d'introduire peut-être la deuxième partie de notre séminaire d'aujourd'hui. La parole des gouvernants, on le sait, c'est une évidence, a tendance à se médiatiser toujours plus, des conférences de presse, et nous en sommes abreuvés, on en vient même à les attendre avec impatience, les interviews, les tweets. Et très récemment, en début de semaine, le Premier ministre de notre pays s'est livré à un exercice de communication, pas banal quand même, en s'entourant de scientifiques, en exhibant des courbes prévisionnelles pour fondement d'une décision politique, d'une certaine manière. Et on pourrait peut-être, en tout cas en tant que scientifique, s'interroger sur cet usage de l'argument scientifique, totalement dissocié de ce qui fait la science, à savoir la disputatio, et nous sommes là dans le cadre de notre sujet, la controverse qui est en sciences positives et collégiales et qui construit une adhésion scientifique. Sans ce débat, on a évidemment peur de courir le risque de réduire la science à un simple argument d'autorité. Alors Emmanuel Damblon, ce mardi matin, le Premier ministre Alexander De Croo expliquait qu'il avait souhaité organiser sa conférence de presse de lundi par, je le cite, souci de transparence. Et pour expliquer ce qui sous-tend la décision politique. Mais il posait ainsi assez clairement, me semble-t-il, et peut-être paradoxalement, la question de l'autorité. En d'autres termes, à qui doit-on se fier? Et la réponse des gouvernants consistait à dire à la science, bien sûr. C'est donc une manière de reconquérir une autorité politique, de rencontrer la conviction du citoyen, mais pourtant, dans le même temps, au cœur d'une communication médiatique qui, il faut bien le constater, place parfois la parole des gouvernants sur le même pied que celle des complotistes. Alors, n'y a-t-il pas dans cette médiatisation de la parole des gouvernants à la fois une volonté de transparence, bien légitime et souhaitable d'ailleurs, et puis un terrible danger qui est sans doute involontaire, mais qui est celui de la dilution de l'autorité. Et on se rappellera qu'Emmanuel Macron, au tout début de son quinquennat, avait souhaité raréfier sa prise de parole publique pour ces mêmes raisons. Il n'a sans doute pas réussi à tenir la ligne, mais il avait en tout cas manifesté cette envie. Qu'en pensez-vous? Qu'en pense la linguiste et la spécialiste de la parole? Alors, je crois que ce qui est intéressant dans le tour que commence à prendre la discussion, c'est qu'on voit qu'à partir de chacune de nos spécialités, il me semble que nous sommes tous en train de pointer le lien entre ce qu'on peut appeler la crise et le mélange des genres, des institutions, des habitudes de prise de parole. Et en effet, dans le cas qui nous occupe là, je pense que c'est vraiment ça qui doit être mis en avant. La première chose, c'est que dans une situation assez classique, hors crise et hors réseaux sociaux, c'est-à-dire avant l'époque des réseaux sociaux, il y a effectivement une différence bien marquée entre le débat de type controverse entre scientifiques et je dirais sans la présence d'un auditoire très diversifié et très large, et d'autre part, les débats qui peuvent aller jusqu'à la polémique et dans lesquels les journalistes ont un rôle clé à jouer pour essayer de distribuer la parole comme il faut. Évidemment, maintenant, avec d'une part la crise, d'autre part la peur politique de nos gouvernants de mal faire, et ajouter à ça le rôle des réseaux sociaux, tout est mélangé. Il n'y a plus aucune frontière entre la controverse scientifique et la polémique, je dirais, citoyenne. Et je crois que c'est comme ça qu'on peut expliquer cette étonnante prise de parole d'Herman De Croo, disant par souci de transparence. Alexander De Croo. Pardon, oui, le fils. Voilà.
par souci de transparence, on va donner la parole, au fond, on va laisser décider les experts. Et là, on voit bien comment tout se brouille et tout se mélange. Et je pense que, alors que la volonté était en effet d'inspirer de la confiance par l'argument d'autorité scientifique, on vous montre des faits, des chiffres, ça s'appelle la vérité, eh bien, il peut tout à fait, et ils peuvent tous créer l'effet inverse, c'est-à-dire un sentiment d'insécurité où le politique se cache derrière l'expert, alors que si les choses sont bien séparées dans une rhétorique bien comprise et bien contenue, l'expert conseille et le politique décide. Mais là, bien entendu, ce sentiment d'insécurité ne peut que donner toute la place à la réaction conspirationniste qui dit on va s'en occuper. Si je vous comprends bien, on ne parle pas partout et à tout le monde de la même manière, et c'est même dangereux de le faire. Exactement. La vérité, c'est scientifique, la transparence, c'est politique. Ça n'a rien à voir. Alors, Olivia Venet, le débat démocratique n'a-t-il pas aussi pour objectif l'adhésion de la population? J'ai parlé d'adhésion scientifique pour essayer de définir ce qu'est la science. La science, c'est un état d'une adhésion scientifique. On n'arrête pas de remettre toute une série de principes sur le métier et c'est fondamental. Donc, est-ce que le débat démocratique n'a pas aussi pour objectif cette adhésion de la population aux décisions prises par les gouvernants et à la juriste et à l'avocate, plus encore? Je ferai peut-être cette comparaison avec les jurys populaires dans les cours d'assises dont on a beaucoup parlé et qu'on voudrait parfois voir supprimés. Est-ce que ce n'est pas de la confrontation des idées et des opinions que peut précisément émerger, finalement pas tant un consensus, mais une adhésion? Oui, je pense qu'on ne peut absolument pas minimiser l'importance du débat, de la contradiction et du fait d'être... ne pas être d'accord et chacun exprimer son opinion avec civilité et bienveillance et constater que peut-être il faut trouver une solution de compromis ou une solution alternative ou qu'on n'a pas raison, c'est toute la logique du débat démocratique. Et c'est ça que je trouve assez insupportable pour l'instant. C'est pas seulement que je suis sûre qu'il y a des débats au gouvernement. Je suis certaine qu'ils ne sont pas tous d'accord. On le sait d'ailleurs, hein, ils le disent et ça sort de plus en plus, c'est sûr. Le problème, c'est qu'on ne voit pas ce débat. Le citoyen ne voit pas et tout ça est présenté comme étant monolithique et d'un seul bloc. Cette conférence de presse, moi, m'a estomaqué, je dois bien dire. Je n'en revenais pas de l'aspect aussi, tant au niveau scientifique que politique. C'était donc déjà a priori les jeux sont faits, hein, tout est déjà dit, c'était le sentiment qu'on avait. Certes il y a des courbes, mais si on regarde les courbes on a bien compris qu'on ne va pas pouvoir déconfiner le 1er mars entre guillemets, on va tous adhérer par cette voie. Je suis convaincue qu'au sein de la communauté scientifique, je ne suis pas scientifique moi-même, mais je suis sûre que tout le monde n'est pas d'accord avec cette approche, qu'il y a peut-être d'autres façons de voir les choses, des scientifiques avec des expertises différentes. Il n'y a pas de débat scientifique et il n'y a pas de débat démocratique. Et s'il n'y a pas de débat, comment est-ce que le citoyen peut comprendre ce qui se passe et donc adhérer? Et je trouve ça aujourd'hui vraiment insupportable à quel point les choses nous sont, nous en tant que citoyens, imposées d'en haut. Et c'est pour ça qu'on en appelle à plus de participation citoyenne dans les institutions démocratiques. Le jury populaire est à peu près la seule institution citoyenne qui subsiste, où véritablement les citoyens tirés au sort vont jouer le rôle de juge. Alors, on peut critiquer plein de choses par rapport au jury populaire et plein de difficultés. Ce serait un trop long débat pour le temps que nous avons ici, mais c'est assez passionnant. Mais en tout cas, amener plus les citoyens dans les institutions, on aurait pu le faire au moment de cette crise. Les autorités ont choisi de ne pas le faire, mais ils auraient pu choisir autre chose. Ils auraient pu choisir autrement, et je pense qu'on y aurait gagné en légitimité, en confiance et en respect. Et je veux dire une chose, parce que je suis aujourd'hui de plus en plus choquée, outre le fait qu'il n'y a pas de débat démocratique, qu'il y a très peu de débats scientifiques, et donc il y a une forme de pensée unique qui, à mon avis, alimente des complotismes et de la méfiance, il y a aussi de plus en plus une posture extrêmement répressive, extrêmement sanctionnatrice, et c'est vous vous soumettez
où vous aurez des peines d'amende, des peines de prison, du tribunal. Donc aujourd'hui, à l'heure où on parle, des jeunes de 19 ans se retrouvent avec des mois de prison prononcés par des juridictions pour non-port du masque dans les rues de Bruxelles. Est-ce que ça a du sens? Personnellement, je pense que c'est très, 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 très choquant, mais ça va les stigmatiser pour des années à venir. Et je regrette vraiment que dans une démocratie où on est une équipe de 11 millions de Belges, et c'est le slogan qu'a utilisé le gouvernement, si on est une équipe, alors on n'a pas besoin de sanctions pour adhérer. Et plus on met des sanctions, plus on est répressif, plus on a exclusivement cette posture de répression, moins les gens peuvent adhérer, à mon sens. Et du premier jour, et je pense à M. Ruyssen qui m'a invité, je crois, le 19 mars à venir parler des libertés, le 19 mars de l'année dernière, je l'ai dit, je demande à ce que ce soit des recommandations qui sont données à la population avec des explications et pas des obligations avec des sanctions derrière. Je vois quelqu'un demande les références des jugements, je pourrais les communiquer, mais je ne peux pas tous les communiquer parce que certains sont des clients ou des cas de confrères qui m'ont soumis leur situation. Donc, ce n'est pas forcément des jugements publics, mais il y en a certains qui sont publics. Et donc, vraiment, cette posture monolithique où on impose des décisions sans qu'on voit un débat et sous couvert de sanctions extrêmement lourdes, est pour moi le contraire de la démocratie. Alors, tout à l'heure, Emmanuel Damblon nous disait on ne parle pas partout et à tout le monde avec le même registre de discours. Alors, Philippe Van Parijs, vous qui participez très régulièrement et organisez aussi très régulièrement des débats publics sur des questions de société très, très larges, quels vous paraissent être aujourd'hui les espaces de débat les plus efficaces? Est-ce que c'est la presse dont on a parlé tout à l'heure et dont on voit beaucoup des paroles en duplex, je dirais. C'est un mode d'expression d'opinion qui se rencontre très souvent, tant dans la presse écrite que dans la presse audiovisuelle. Est-ce que ce sont les réseaux sociaux? Est-ce que ce sont les parlements? En d'autres termes, selon vous, où devrait se construire, parlons du lieu, de la parole et du discours, où devrait se construire la politique? Alors, je crois que chacun de ces espaces a son rôle à jouer, chacun de ces espaces a à la fois son potentiel et ses limites. Mais alors, pour illustrer ça, je voudrais simplement mentionner une initiative qui s'efforce justement de répondre à certaines des préoccupations qu'Olivia vient de mentionner, une initiative sans précédent dans l'histoire de Belgique, donc qui est portée par notre gouvernement actuel et qui peut conduire, selon l'usage qui est fait de ces différents espaces, soit à un fiasco complètement contre-productif, soit à une expérimentation qui mériterait de faire des émules à la fois à l'avenir et ailleurs qu'en Belgique. Le gouvernement actuel a deux ministres des réformes institutionnelles et du renouveau démocratique qui ont présenté au Parlement ça s'appelle un exposé d'orientation politique conjoint. Donc, le ministre, c'est David Clarinval et Annelies Verlinden. Et je vous lis un passage qui vaut la peine d'être lu avec attention de cette déclaration. Il y est dit « Une plateforme de dialogue sur l'avenir du fédéralisme belge sera mise en place sous notre présidence en tant que ministre des réformes institutionnelles. Pendant les travaux de la plateforme de dialogue, une large consultation des citoyens, en particulier des jeunes, ainsi que de la société civile, des universités, des experts et des autorités locales sera assurée. À cette fin, le gouvernement invite la Chambre des représentants à expérimenter en son sein de nouvelles formes de participation citoyenne, comme les cabinets citoyens ou les panels mixtes réunissant, outre des parlementaires et sur une base volontaire, des citoyens tirés au sort, des représentants de la société civile, des académiques et des bourgmestres. Ces panels sont invités à formuler des recommandations à l'attention de la plateforme de dialogue. Bon, personnellement, je trouve que c'est une très belle initiative. En même temps, c'est un risque énorme. Il y a un risque énorme de décevoir. Comment va-t-on parvenir à mobiliser ces différents acteurs de manière à produire finalement des réformes institutionnelles qui soient bien meilleures que les marchandages entre partis politiques
auxquels on est habitué. Et comment va-t-on parvenir à s'assurer que des citoyens du Nord, du Sud et du Centre ne se contentent pas de clamer ce qu'ils ont toujours clamé, mais se mettent à l'écoute de ce qui se dit, en particulier de ce qui se dit de l'autre côté de la frontière linguistique. Ce n'est pas du tout évident à mettre au point. Et donc, notre tâche, il me semble, en tant qu'universitaire, ce n'est pas de dire d'avance ça ne marchera pas, mais c'est d'essayer d'aider à ce que ça marche. Et donc, dans le cadre de l'initiative Rebelle, à laquelle, dans le kern groupe de laquelle figure aussi la présidente de notre académie, Isabelle, quelque chose que j'ai lancé il y a une douzaine d'années maintenant avec Paul de Grauw, nous organisons précisément ce lundi et dans le prolongement en quelque sorte de cette partie de notre webinaire d'aujourd'hui, nous organisons un webinaire en collaboration avec le Soir et de Standard, avec les deux ministres compétents et avec d'autres comme David Van Rijbroek ou Hélène Landemort, qui a bien suivi les conférences citoyennes en France. On organise un webinaire précisément sur cette question-là, comment parvenir à rendre féconde ce projet de gouvernement. Ce n'est pas du tout évident et donc, il s'agit de réfléchir justement à faire bien interagir ces différents espaces de débat et en évitant les pièges que tant Emmanuel et Olivia viennent de décrire. Merci. Alors, nous allons passer à notre dernière partie de cette première partie de débat en évoquant la parole démocratique, la parole de controverse, je dirais, et beaucoup la disent en crise. Notre démocratie parlementaire, on l'a dit à plusieurs reprises déjà, repose en effet sur la prise de parole et elle constitue d'une certaine manière une institutionnalisation de la divergence. Une divergence que certains pourtant accusent parfois d'inefficacité, de lenteur, voire de perte de temps. Alors, Olivia Venet, la Ligue des droits humains a très récemment critiqué l'attitude du gouvernement fédéral qui, selon vous, braverait les règles de la démocratie en bypassant beaucoup trop systématiquement le Parlement, en gouvernant par arrêté ministériel, on le sait. Et en ce sens, d'ailleurs, vous rejoignez également en début de semaine le cri d'alerte d'Alexandra Jaspar et de Charlotte de Rep, qui sont directrices à l'APD, donc à l'autorité de protection des données. Alors, est-ce que vous pourriez un petit peu nous expliquer votre point de vue de juriste? Vous avez déjà un peu introduit cette discussion, mais est-ce que vous pourriez développer? Oui, pour moi, il y a vraiment eu, par rapport à l'attitude, on est dans une situation d'urgence qui est particulière et c'est vrai qu'elle pose une série de questions. Et comme vous l'avez dit, cette semaine, ce lundi, la Ligue a décidé, ça n'a pas été une décision facile, d'introduire un recours contre l'État belge et donc d'attaquer en justice l'État belge. Je pensais bien que ce genre de décisions sont toujours difficiles à prendre. Et en fait, il y a vraiment eu pour nous une évolution dans le temps, c'est-à-dire qu'au départ, on a eu une loi de pouvoirs spéciaux qui a organisé la manière dont le gouvernement pouvait prendre des mesures qui sont, et j'ai envie d'insister là-dessus, des mesures qui sont clairement attentatoires à nos droits et à nos libertés, mais peut-être légitimement. Donc, dans la crise sanitaire qu'on connaît, il faut bien sûr préserver le droit à la santé, le droit à la vie, mais les mesures de couvre-feu, d'interdiction de voyage, d'interdiction de déplacement, de fermeture des commerces sont bien sûr des mesures qui portent atteinte de manière très importante à nos droits et nos libertés. Et ce qui nous a finalement, alors il y a eu beaucoup de recours devant le Conseil d'État, on pourrait en parler de manière plus approfondie, mais ces recours, pour diverses raisons, n'ont dans leur immense majorité pas abouti. Et donc le Conseil d'État a confirmé en suspension avec une analyse prima facie, je vais dire, la base légale suffisante pour l'adoption de ces arrêtés ministériels selon lui. Et on ne partage absolument pas ce point de vue. Je suis un peu confortée dans le fait d'être rejoint récemment par Mark Verdusson, par d'autres constitutionnalistes qui nous rejoignent sur ces inquiétudes de l'absence de base légale. Et c'est vraiment
confronté au fait que les 2 derniers arrêtés ministériels ont été publiés sans même de communication. Donc, publication Moniteur belge, un, je crois que c'était un vendredi, mais l'autre un dimanche. Alors, je ne sais pas si vous lisez le Moniteur belge. Certains le lisent. Voilà, moi, je suis avertie par d'autres gens qui lisent, mais moi, personnellement, je devrais peut-être, je ne le lis pas. Ça n'est pas ma lecture du lundi matin, mais donc, c'est découvrir en lisant le Moniteur belge que des nouvelles décisions ont été prises. C'est quand même c'est très choquant pour les juristes que nous sommes, et c'est un peu contraint et forcé que nous avons estimé qu'il n'y avait plus vraiment d'autre choix. Et je me rapproche là de ce qu'a dit aussi Alexandra Laspard sur les problèmes à l'autorité de protection des données. En fait, c'est le même problème, c'est de dire il faut un moment. Alors, le Parlement est peut-être plus lent, c'est vrai, mais c'est toute la valeur des décisions qu'il prend, justement, c'est de voir comment on arrive à la décision, d'avoir ce débat démocratique et d'y aboutir. Et je dois dire que ce débat démocratique et ce cadre légal, on le demande aussi depuis le mois d'avril. Et donc, c'est vraiment en dernier recours, en dernière instance, qu'on s'est tourné vers la justice. Et ce qui nous a motivés, c'est qu'une crise comme celle qu'on traverse, en termes institutionnels, en termes de droits et de liberté, on sait que c'est des moments de grand danger et qu'il sera difficile de revenir en arrière. Je pense à d'autres grandes crises qu'on a connues, c'est ce qui est lié au terrorisme, par exemple. On voit qu'il y a des choses qui avancent et puis qui vont s'installer et on ne va pas réussir à retourner en arrière. Je pense qu'il y a d'énormes dangers au niveau de la protection de la vie privée et de la création des bases de données. C'est un énorme sujet d'un danger où là, ce sera très difficile de revenir en arrière. Mais l'autre aspect, c'est cette forme de concentration des pouvoirs dans les mains de l'exécutif qui, avec cette habitude qui était prise de dire mais en fait, nous sommes légitimes à prendre ces décisions tout seuls, même pas un arrêté royal, un arrêté ministériel, un ministre prend une décision seul, ça me paraît être un véritable danger pour la démocratie qui pourrait s'installer dans la durée et persévérer après la crise qu'on connaît. Et c'est aussi pour marquer cela qu'on a voulu introduire ce recours. Merci beaucoup. Alors, la spécificité de l'Académie, c'est de vouloir absolument croiser les points de vue et d'une certaine manière, défendre le raisonnement de complexité. Alors, je vais m'adresser aux philosophes sur ce même point. Et aux philosophes, je vais poser une question qui évoquera peut-être les dissertations philosophiques auxquelles on devait se résoudre dans l'enseignement secondaire. Mais je voudrais lui demander, de son point de vue, est-ce que l'urgence fait bon ou mauvais ménage avec la démocratie ? En d'autres termes, en période de crise, si la rapidité des décisions est évidemment indispensable, et Olivia Venet vient de le reconnaître aussi, bien sûr, est-ce que cette rapidité est l'unique facteur d'efficacité ? Mais philosophe ou pas, moi j'ai une attitude très instrumentale à l'égard de la démocratie. La démocratie, pour moi, c'est pas une fin en soi. La démocratie, c'est un moyen d'arriver à prendre des bonnes décisions. Et parfois, les bonnes décisions ne peuvent être prises que de manière urgente et en court-circuitant des procédures démocratiques inévitablement lentes. Alors, je prendrai qu'un exemple pour illustrer ça, quoi. C'est dans le cas d'une pandémie, c'est un peu comme un incendie, quoi. C'est-à-dire que pour un incendie, l'efficacité de l'arrosage est fortement dépendante du timing. Ce que vous pouvez faire en intervenant dans les 5 premières minutes avec une quantité d'eau est très différent de ce que vous parvenez à faire avec cette même quantité d'eau si vous attendez 1 heure ou si vous attendez 24 heures. Et donc, imaginez-vous simplement ceci, supposez que le maire de Wuhan, en décembre 2019, et de manière totalement antidémocratique, non démocratique, sans consulter personne, imposer un lockdown à l'ensemble de la population de Wuhan jusqu'à ce que le virus ait disparu, soit grâce à des vaccins, soit par d'autres manières. Est-ce qu'on aurait eu vraiment de bonnes raisons de lui en vouloir ? Je vous laisse avec cette question, pour inviter en même temps, quoique je partage l'importance de la vigilance, me dit, à l'égard des décisions qui doivent être prises aujourd'hui, souvent avec une très grande incertitude, moi personnellement, j'ai tendance à manifester beaucoup de mansuétude à l'égard des politiques et des personnes comme moi ne sont que trop heureuses de n'être que philosophes
plutôt que de se retrouver dans la position de personnes qui vont certainement être critiquées, tantôt parce qu'ils ont été trop vite, soit ou parce qu'ils ont été trop lentement, parce qu'ils ont trop contraint, parce qu'ils n'ont pas assez contraint, etc. C'est extrêmement difficile de prendre des décisions aujourd'hui, en Belgique comme ailleurs. Donc, moi, modestement philosophe, je retire tout de même mon chapeau à ceux qui ont le courage d'accepter, y compris mon vieil ami Frank Van den Broek, par exemple, d'accepter de jouer ce rôle au lieu de prendre pépère sa retraite en tant que professeur émérite de l'Université d'Amsterdam. Alors, je voudrais, parce que le temps avance, laisser peut-être une brève conclusion à la linguiste. Après la juriste, le philosophe, la linguiste. Finalement, nos débats reposent en quelque sorte la question du statut du désaccord en démocratie. Et on confond parfois un désaccord avec une contestation, avec la désobéissance, avec la trahison. C'est un mot qu'on entend parfois, y compris pour des partenaires politiques qui reviennent ou qui expriment un désaccord. Et parfois même, on la confond avec l'insurrection, pour en revenir au début de notre débat, aux événements du 6 janvier dernier. Alors, je voudrais demander à Emmanuelle Damblon comment elle définirait le bon usage du désaccord en démocratie. Alors, ce qui est vraiment intéressant, c'est que les dernières interventions ont encore un petit peu nourri ma réflexion, parce que ce qui est extraordinaire, c'est qu'on a d'une part l'exemple que Philippe vient de donner, typique du philosophe de l'expérience de pensée. Imaginons que le maire de Wuhan, etc. Bon, ben c'est sûr qu'on est vraiment un peu hors sol, mais en même temps, on a du plaisir à imaginer ça. Et puis l'autre chose qu'il disait juste avant, c'est on va essayer de faire un projet très concret et de voir comment on peut mettre les gens ensemble pour qu'ils débattent. Mais au total, qu'est-ce qu'on va faire exactement? Et je pense que la question du statut du désaccord dit précisément ça. C'est que je crois que là encore, il y a une véritable incompétence rhétorique citoyenne aujourd'hui. C'est qu'on ne voit même pas très bien ce que débattre veut dire. On croit qu'on va mettre les gens ensemble, qu'il va y avoir une espèce d'échange d'opinions dans laquelle il y aura peut-être une expérience de pensée, un témoignage, que sais-je, et que par une sorte de miracle de la démocratie, ça va produire quelque chose qui va s'appeler le débat. Mais en fait, c'est pas ça. Et je crois que c'est à cause de ça qu'il y a une confusion totale entre le désaccord, qui est le principe même de la démocratie, c'est-à-dire il y a plusieurs avis et on doit les organiser d'une certaine façon. Ça ne s'improvise pas, c'est assez technique, ça s'enseigne, c'est d'ailleurs ce que je fais. Et d'autre part, on confond avec des choses, effectivement, comme on l'a vu avec l'insurrection de Trump, qui sont plutôt de l'ordre de la contestation. Mais je crois qu'encore une fois, cette appétence que certains aujourd'hui pour la contestation et pour l'insurrection dit quelque chose du fait qu'ils se sentent totalement orphelins de leur voix citoyenne en démocratie et que quand on leur demande leur avis, c'est véritablement pour leur demander leur avis et pas uniquement pour quelque chose de tout à fait cosmétique. On organise une séance et ensuite rentrez chez vous, tout le monde, il n'y a plus rien à voir. Et donc, je pense que cette idée d'insurrection dans laquelle je vous conseille d'aller voir la plateforme de Jean-Jacques Crèvecoeur qui est visée pour conspirationnisme et à mon avis à juste titre. Eh bien, dans sa plateforme, donc il a une chaîne en ligne, vous pouvez aller voir, il est en train de créer un groupe qui s'appelle Solidarita et dans ce groupe, vous avez 12 valeurs. Dans les 12 valeurs, il y en a 11 avec lesquelles nous ne pouvons tous que tomber d'accord, solidarité, égalité, fraternité, etc. Et la 12e, c'est la désobéissance. Et ça, je trouve que c'est extraordinaire parce que ça veut dire que quelque part, pour le citoyen, la perspective
de désobéir est considéré comme une valeur. Et là, je pense qu'on est en train d'entrer dans la grande fête nihiliste, qui est aussi la conséquence du fait qu'on ne sait plus ce que débattre veut dire, c'est-à-dire organiser le désaccord en démocratie. Merci beaucoup. Je pense que voilà, nous avons brossé, il y a encore des mille et une choses sur un sujet de ce type à évoquer, bien sûr, et beaucoup de compétences aussi à solliciter pour essayer de travailler sur cette parole des gouvernants. Je remercie les intervenants parce que je pense que ça a montré, au moins par leurs interventions, l'intérêt du sujet et l'importance de ce sujet. Je crois qu'on a encore un petit peu de temps, on a encore une bonne dizaine de minutes et ce serait sans doute l'occasion peut-être de répondre à des questions qui seraient posées. Donc, je propose aux intervenants de lire le chat d'une part, peut-être à Nicolas d'intervenir s'il voulait souligner. Je dois avouer que je n'ai pas ce don de faire trois choses en même temps et donc je n'ai pas lu très attentivement les différents commentaires, mais lui a peut-être eu l'occasion de le faire et donc de nous relayer, de poser peut-être l'une ou l'autre question. Et je signale aussi aux intervenants que s'ils ont un point à ajouter sur l'une ou l'autre chose qui s'est dite par les uns et les autres, ils peuvent bien évidemment intervenir. Nicolas, peut-être un point? Oui, je dirais qu'il y a une question qu'on peut peut-être garder pour le deuxième panel, donc là j'y reviendrai plus tard. Là, je dirais que l'ensemble des commentaires m'incite peut-être à euh, faire une continuité concernant le rôle du Parlement ou la manière dont ils peuvent fonctionner, vu qu'on a un commentaire notamment sur le fait de dire que finalement le Parlement ne sert plus à rien et c'est vraiment l'exécutif qui est en charge au final de l'ensemble des décisions sans qu'il y ait de discussion. Ça renvoie notamment à ce que vous avez dit, l'intervention d'Alexander De Croo qui, dans son interview à la RTBF, a dit que pendant la conférence de presse, on a donné l'espace à la science et vendredi, ce sera la place aux décisions et ce sont les politiques qui décident. Fin de citation. Et je crois que ça peut également s'articuler avec ce que Philippe Van Parijs mettait en avant et qui est un point qu'on n'a peut-être pas encore abordé en détail, qui est celui d'assemblée citoyenne. Dans la mesure où là, il y a un certain nombre d'initiatives qui sont prises, que ce soit en région bruxelloise, mais également, comme il l'a souligné, la plateforme en préparation par le gouvernement fédéral. Et donc, il y avait justement en commission des réformes institutionnelles hier après-midi au Parlement une discussion à ce sujet, la préparation en cours de cette plateforme. Et c'est une thématique qui revient assez souvent, je dirais, dans les discussions récemment. Et vous avez cité le livre d'Helen Landmore sur Open Democracy, qui aborde justement aussi des cas qui ont été notoirement utilisés, par exemple en Islande, dans la suite des crises de 2008 et 2009 au niveau financier. Donc là, peut-être une intervention ou deux concernant peut-être la modalité, l'intérêt d'assemblées aussi participatives, tirées au sort, où au final, le tirage au sort est aussi une technique ancestrale qui n'est pas nouvelle du 21e siècle, par exemple. Peut-être Philippe, parce qu'il nous parlait aussi de Van Reybrouck, et donc on est aussi un peu dans le même cercle. Oui, on a organisé, dans le cadre de Rebelle, on a organisé un de nos événements publics sur ce thème-là avec la participation de David Van Reybrouck dans la foulée du G1000, qui a été un très bel événement avec des limites énormes reconnues du reste par David Van Reybrouck. Pour moi, le dilemme fondamental est le suivant, ou la tension fondamentale, c'est que bon, ça a beaucoup d'avantages d'avoir une assemblée constituée donc de manière aléatoire plutôt que d'avoir une assemblée d'élus. L'avantage, ce n'est pas du tout qu'on aura un échantillon représentatif de la population, parce que, par exemple, dans le cas du G1000, il a fallu 50 000 coups de téléphone pour avoir finalement 714 personnes dans la salle. Donc, il y a un processus d'autosélection qui est tel qu'on n'a pas du tout
un ensemble représentatif, même si on a autant d'hommes que de femmes, etc. Donc, il y a des tas d'autres, des tas d'autres dimensions. C'est pas représentatif. C'est quoi l'avantage? C'est que là-bas, on a des gens qui ne sont pas tenus par des élections, donc ils ne sont pas obsédés par le court terme, ils ne sont pas tenus par des lignes de parti, et malgré cette autosélection, il y a quand même une beaucoup plus grande diversité que dans des assemblées élues. La limite, c'est qu'on ne pourra jamais donner à une assemblée tirée au sort le pouvoir de prendre ultimement les décisions. Ce sont des personnes qui ne sont soumises à aucune sanction. Donc, ce n'est pas comme nos élus, s'ils font du mauvais boulot, on peut les sanctionner en cessant de voter pour leur parti ou de voter pour eux. Donc, ce qui importe, c'est de parvenir à donner à ces assemblées un rôle sans en faire les décideurs en dernier ressort. Et donc, par exemple, dans mon petit bouquin publié à l'Académie sur Belgium, une utopie pour notre temps, une de mes propositions, c'est d'avoir un Sénat sans sénateur permanent, un Sénat constitué de personnes tirées au sort, qui seraient mandatées par la Chambre pour faire un certain nombre de propositions. Si ces propositions sont suivies par la majorité de la Chambre, ça suit la voie habituelle. Si elles ne sont pas suivies par la Chambre, alors elles sont soumises à un référendum national. Et à ce moment-là, ça donne plus de force, plus de muscles à ce qui se fait au sein de cette assemblée tirée au sort, parce que sinon, on va dire causer toujours. De toute façon, ce sont les politiques qui décident, parce qu'eux seuls ont la légitimité pour pouvoir le faire. Donc, il faut parvenir à combiner ces deux choses, tous les avantages de ce qui permet, enfin, comme l'a bien indiqué Emmanuel tout à l'heure, une véritable délibération, donc un véritable débat avec une écoute mutuelle, avec des arguments à partir des accords qu'on ne parviendra jamais à résoudre entièrement. Donc, on parviendra à l'unanimité ne sera obtenue que dans certains cas, mais c'est un véritable débat. Mais combiner ça avec la légitimité de la décision qui ne pourra jamais être le fait d'une assemblée tirée au sort. Ça devrait être soit la démocratie directe, tout le monde peut voter, soit ceux que tout le monde a choisis et peut sanctionner s'ils ne font pas bien leur boulot. Merci beaucoup. Peut-être, Olivia, il y a peut-être des commentaires à faire sur ces assemblées participatives. Vous qui vouliez rendre le pouvoir au Parlement, c'est notre système de représentation, mais est-ce qu'il y a mieux? Oui, alors moi, je soutiens toutes ces initiatives et notamment celles qui ont été soulevées maintenant par M. Van Parijs. Je pense vraiment qu'inviter et renforcer la présence des citoyens dans les institutions au sens large permet de mieux comprendre comment est-ce qu'on peut arriver à des décisions, à l'établissement de règles et la complexité aussi du fonctionnement d'une démocratie et du fonctionnement pour vivre ensemble. Et je vais reprendre l'exemple du jury populaire qui peut faire l'objet de beaucoup de critiques. La critique la plus simpliste étant de dire finalement, ils jugent les crimes les plus graves. C'est comme si tout à coup, pour votre opération à cœur ouvert, on allait faire venir un citoyen plutôt qu'un médecin expérimenté, alors qu'il y a des magistrats très expérimentés. Mon expérience, et je parle vraiment en fonction de ce que j'ai pu vivre en participant à des jurys d'assises, c'est que d'abord les citoyens sont très demandeurs, donc quand les citoyens sont tirés au sort, ils sont là, ils répondent à l'appel, ils ont envie, il y a peu de gens qui demandent à être dispensés, donc il y a une centaine de personnes qui sont tirées au sort, il y en a en général 70 qui sont présents et prêts à participer, donc on a beaucoup plus de gens que le nombre de gens qui sont effectivement tirés, et c'est en général une expérience très positive pour eux qui leur permet, alors est-ce que ça veut dire que le jeu d'assises est une bonne idée? Je ne sais pas, mais ça leur permet de comprendre comment fonctionne la justice et les enjeux qu'il y a derrière. Et en tant qu'avocat, on rencontre les membres du jury après le procès voilà, de manière un peu informelle. Et ils ont l'occasion, et très souvent ce qu'ils disent, c'est moi, maintenant que j'ai vécu cette expérience, je vais lire autrement quand je verrai des procès racontés dans la presse, je vais mieux comprendre comment ça se passe, la contradiction des débats, je comprends mieux la présomption d'innocence, ce que ça veut dire et ces valeurs-là, et la difficulté de condamner quelqu'un, de défendre quelqu'un, et comment ça se passe un crime. Et donc ça, je crois que rien qu'en ayant des citoyens dans les assemblées parlementaires, parce que c'est pas facile de faire les lois, c'est des choses compliquées, et l'art est difficile et la critique est facile. Et quand on est toujours à l'extérieur, c'est facile de dire ah, c'est politique, ils font quand même vraiment n'importe quoi, ils ne savent pas prendre les bonnes décisions, ils disent... Parce qu'il y a de ça. Eh bien, si on voit comment ce processus est difficile, je pense qu'on adhérera beaucoup plus. Parce qu'on aura vu comment ça se passe, parce qu'on aura vu que c'est compliqué, parce qu'on aura débattu, parce qu'on aura entendu des experts de tous bords qui vont dire, vous savez, c'est ça qu'il faut faire, ça qu'il faut faire. On sera dit, tiens, non.
Voilà. Et rien que ça, ça servirait déjà vraiment le propos démocratique. Je fais une petite réflexion parce que j'ai quelqu'un qui m'interpelle sur les jugements dans le chat. Mais donc, les jugements sont prononcés en audience publique, mais on ne peut pas les diffuser par la suite. Je ne peux pas aller chercher un jugement et le donner. Et les jugements que j'évoquais, donc je confirme que ce sont des peines de prison purement des infractions Covid. Alors, il peut y avoir des fêtes illégales ou des rassemblements illégaux, mais des non-ports du masque aussi. Et les informations que je vous donne, ce n'est pas par rapport à des clients à moi, mais ce sont d'autres avocats pénalistes qui m'ont dit, et des affaires qui m'ont été rapportées, voilà, d'autres membres de la grande maison du droit pénal qui m'ont rapporté ces affaires-là. Voilà. Donc, je ne sais pas donner de référence de ces jugements plus précises. Voilà, merci beaucoup. Emmanuel, peut-être un dernier commentaire. Un dernier commentaire très rapide. Le dernier échange me donne une idée. C'est que j'ai eu la chance de siéger dans le jury d'une thèse sur les jurés d'assises. Et c'était absolument passionnant. Et j'ai appris comme ça qu'ils sont quand même pas tout à fait, ils tombent pas tout à fait de la lune. On les forme un petit peu. Donc, il y a une espèce de travail d'équipe où ils sont formés. Et j'ai l'impression que dans le modèle de l'Assemblée par tirage au sort, il n'y a pas l'équivalent de cette formation. Et du coup, ça peut expliquer une des raisons pour lesquelles cette soi-disant magie du débat n'a pas lieu, parce qu'on doit former au débat aussi. Et donc, peut-être que ce qu'on pourrait faire là, en l'occurrence, pour aider, c'est s'inspirer de la façon dont sont formés les jurés d'assises avant de le faire en vrai, mais avec le caractère technique qu'il faut pour former au débat de type politique où on prend des décisions, et ensuite demander aux citoyens qui auront été tirés au sort de faire un échange qui soit véritablement fructueux, parce qu'ils se sentiront aussi beaucoup plus aguerris et capables de gérer ce désaccord. Proposition. Merci beaucoup. Peut-être qu'elle fera l'objet d'une réflexion dans l'un ou l'autre groupe sur les révisions institutionnelles. Voilà, Emmanuel, Olivia, Philippe, un très très grand merci pour votre participation. Nous allons maintenant rester en ligne, mais je vais céder la parole à ma consoeur Isabelle Ferreras, présidente de l'Académie, qui va modérer la deuxième partie, mais peut-être comme nous l'avait annoncé Nicolas Simon après 5 petites minutes d'interruption pour s'oxygéner. Donc, voilà. Il est 15h05, nous reprenons à 15h10 sous la présidence, la double présidence d'Isabelle Ferreras. Merci à toutes et à tous. Donc, je vais inviter les participants à ce second panel à se révéler à leur caméra. Bien que nous le savons, leur caméra enregistre certainement à l'insu de leur plein gré. Laissez-moi à présent vous dire moi aussi mon enthousiasme de poursuivre cette discussion, cet échange sur ces enjeux absolument cruciaux pour l'avenir de notre démocratie. Et autant dans la première partie, on s'est concentré sur la parole, le discours politique. Dans cette seconde partie, ce qu'on va essayer de faire, c'est de réfléchir aux enjeux en fait infrastructurels, structurels de la parole, c'est-à-dire, comme le disait Philippe Van Parijs, il rappelait l'estime qu'il peut avoir et qu'on peut tous partager pour en fait le dévouement que les élus ont par rapport à leur mission. Mais en fait, il s'agit évidemment aussi d'autre chose que de morale. La discussion que nous devons avoir sur les conditions de l'avenir de la démocratie, c'est aussi une discussion qui doit porter sur les structures. Et quand on se penche évidemment sur l'événement du 6 janvier, de ce qui s'est passé dans ce choc d'envahissement du Capitole, eh bien, il y a évidemment un contexte habilitant qui a permis cela et une infrastructure numérique, la présence de réseaux sociaux qui n'avait pas été mobilisée depuis la veille par Donald Trump, qui était depuis évidemment son ascension à la présidence absolument
cruciaux et qui aussi, par des usages pas toujours les meilleurs ou qui ont été pénalement problématiques. Hein. Vous pouvez repenser au scandale Cambridge Analytica. Et ce qui est un point commun à cette infrastructure du débat public, c'est évidemment la présence massive d'entités privées, d'entreprises à finalité de profit, qui structurent aujourd'hui nos opinions publiques, en fait, notre espace public. Alors, autour de cette réalité-là, nous avons la chance d'accueillir 3 personnalités qui vont nous aider à réfléchir à ces questions. La première de ces personnalités est Renaud Adam. Renaud Adam est un historien du livre de la première modernité et maître de conférences à l'Université de Liège. Et il a publié en 2020 un petit ouvrage que je vous conseille à tous et toutes, Le théâtre de la censure au XVIe et XXIe siècle. C'est dans l'Académie en poche et c'est un ouvrage qui va nous inspirer pour cette discussion. Antoinette Rouvroy est juriste, chercheuse qualifiée du FNRS à l'Université de Namur. Je dois révéler un fait privé, c'est que Antoinette est la personne qui m'a montré Google pour la première fois dans ma vie. C'était 1998. C'était un grand moment. Je débutais ma thèse dans son bureau. Je me souviendrai toute ma vie de ça, quand elle m'a montré qu'il suffisait de mettre un mot dans Google pour avoir une réponse, qu'il fallait pas nécessairement aller dans la bibliothèque, dans les fichiers compliqués, connaître son chemin au travers de la documentation universitaire. C'était absolument incroyable. Donc, ravie de retrouver Antoinette Rouvroy aujourd'hui, qui a développé une ligne de recherche très originale, à l'époque tout à fait novatrice, à laquelle elle a rallié de nombreux chercheurs dans le monde autour de la gouvernementalité algorithmique, c'est-à-dire une réflexion sur le type de gestion des conduites qu'une manière d'organiser nos interactions en laissant une place fondamentale aux algorithmes est en train de produire dans ses effets au niveau individuel, mais dans ses effets aussi au niveau collectif. Nous allons en parler avec elle, puisqu'elle est une des grandes spécialistes en Belgique de, entre autres, des réseaux sociaux et de la place que les réseaux sociaux prennent dans notre espace public, mais plus généralement, évidemment, de la place des algorithmes dans la vie sociale. Enfin, Arnaud Reussen, certainement la personnalité la plus connue de ce panel, parce que très connu du grand public pour son travail de qualité, journaliste à la RTBF, vous le connaissez tous pour ça, bien sûr, maître de conférences invité à l'UC Louvain, mais dont le travail s'est distingué en particulier par des séries documentaires, à la fois sur la démocratie en crise, dans lequel il avait interviewé justement Antoinette Rouvroy, mais aussi une série d'émissions Et pourquoi, tout un ensemble de travaux qui témoignent de l'importance évidemment du journalisme dans le fait de nourrir une opinion publique de qualité, c'est-à-dire une opinion publique qui peut être à la hauteur peut-être du projet démocratique. Alors, on va organiser ces 45 minutes de la manière suivante. Nous allons d'abord faire un premier tour de questions pour poser des éléments de diagnostic et ensuite une deuxième question qui sera la même pour les 3 intervenants. Et puis, nous laisserons du temps pour les interactions avec vous. Donc, en ce sens-là, les questions seront moins nombreuses que dans la première partie, mais ce qui nous permettra de terminer à l'heure, ce qui est important pour tout le monde certainement, et qui nous permettra de faire place aussi à vos questions, à vos interpellations. Alors, si vous voulez bien, donc d'abord sur les éléments de diagnostic, je vais d'abord demander à Renaud Adam de nous aider à nous éclairer sur le problème de la censure. Parce que quand on a vu Donald Trump se faire censurer, c'est-à-dire son précieux compte Twitter par lequel il nous stressait ou il nous haranguait en fonction de votre positionnement par rapport à lui au quotidien, le fait de lui avoir retiré cette
instrument de communication a été considéré comme un acte de censure insupportable par certains en disant mais comment est-ce possible qu'une société privée puisse prendre cette décision? Et cet ouvrage, Le théâtre de la censure que Renaud Adam a produit, vous montre que en fait ces questions de censure ne sont pas du tout des questions nouvelles. Et on pourrait dire que de l'ère Gutenberg à l'ère Zuckerberg, il y a en fait énormément de traits communs. Alors, est-ce que Renaud Adam, vous pouvez nous introduire à ce que vous pensez être des éléments clés dans les apprentissages qu'il faut faire par rapport dans ces sources du passé pour comprendre mieux le présent? Merci à vous. Oui, tout d'abord, en tant qu'historien, enfin, la démarche historienne est bien évidemment de rendre le passé disponible à la compréhension du présent, et questionner le passé, c'est toujours évidemment interroger le présent. Alors, d'un point de vue, la révolution de Gutenberg, révolution numérique, révolution Zuckerberg, comme vous disiez, en fait, c'est questionner deux grandes révolutions médiatiques et deux moments dans l'histoire, un que nous vivons, un qui est passé, où on a une massification incroyable de données, d'informations, de livres, pour un côté. Ici, on est plus dans le numérique. Tout ça s'est accéléré d'une façon inouïe. Alors là, nous sommes confrontés à un point. On va regarder comment ça s'est passé dans le passé. Ici, moi, dans mon ouvrage que vous avez eu la gentillesse de rappeler, je me pose sur les questions de censure et aussi avec l'arrivée de Luther, qui a été un événement capital dans l'histoire, dans notre histoire, qui a façonné, qui a brisé l'unité médiévale de la chrétienté et qui a entraîné et qui a été accompagné par l'imprimerie. On dit souvent la réforme est la fille de l'imprimerie. Et ce qu'il y a, c'est qu'on a un pouvoir en place qui est submergé par de nouvelles informations, de nouvelles prises de position, de nouvelles réflexions, de nouveaux dogmes, et il tente de réguler ça. Et comment le réguler? On va d'abord s'en prendre aux livres, à la production de livres qu'on va tenter de censurer. On va devoir mettre tout un système en place et on va voir se multiplier les lois, les édits répressifs en matière de censure. Et d'ailleurs, on peut faire un parallèle avec maintenant avec les lois Covid. J'ai l'impression, vu la multiplication d'édits qui étaient pris, des fois, par exemple, toutes les années, 2 ans, 3 ans, il y avait un nouvel édit, on comprend qu'ils naviguent un peu à vue. Philippe Van Parijs le rappelait tantôt, les politiques naviguent un peu à vue, ils essayent de faire ce qu'ils peuvent. Je crois que ces hommes du XVIe siècle étaient confrontés aux mêmes problématiques, d'essayer de réagir au coup par coup. Alors, qu'est-ce qu'ils ont développé? C'est ce que j'ai appelé progressivement ce qu'on appelle le théâtre de la censure, mais qui repose sur une multimédialité. D'un côté, on va faire les fameux bûchers qui font symboliquement très fort. On voit brûler tous ces livres avec une volonté de réduire, de détruire la pensée matérielle de la réforme. On va multiplier les lois, on va les diffuser. Et aussi, on va développer ce qui est, je crois, le plus grand legs pour le grand public de la Renaissance, qui est le fameux Index des livres. Alors, qu'est-ce que c'est l'Index des livres? C'est un ouvrage dans lequel on décide si oui ou non vous avez accès à un livre, telle donnée ou tel passage de livre. Et là, je crois qu'on est vraiment, pour moi, dans le plus grand legs que l'on a pour comprendre notre société actuelle. Qu'est-ce qui est ce nouveau index expurgatoire qui décide à votre place si une donnée peut être accessible ou pas? Je pense qu'on arrive à ces algorithmes actuellement, et surtout pas tellement l'algorithme qui est neutre, il est purement objectif, c'est la personne qui est derrière l'algorithme qui décide de classifier d'une telle ou d'une autre façon les données. Et je crois que cette éditorialisation algorithmique est un peu en quelque sorte l'index expurgatoire du XVIe siècle, mutatis mutandis bien entendu. Et là, nous arrivons vraiment à des problèmes très actuels qui est en fait l'accès à l'information et à savoir vérifier. Et là, c'est tout à fait le problème, je crois qu'on a eu avec Trump, tout ce développement de fake news et compagnie. Et je pense que des fois, un regard sur le XVIe siècle pourrait un peu éclairer la chose. Alors, pour revenir, je termine vite sur la question de censure de Trump. On peut peut-être en parler, mais moi, je ne suis pas certain qu'il ait été censuré. En fait, il faut rappeler que ce sont des entreprises privées qui nous font fonctionner à la dictature du clic pour nous permettre de rester accrochés en permanence à leur réseau. Un clic, c'est de l'argent. Et qu'est-ce que Donald Trump a fait? Il a contrevenu aux règles générales d'utilisation, c'est tout. D'autres comptes sont supprimés. On sait ce qu'il y a, c'est l'écho formidable, bien entendu, que la suppression des comptes de Trump a eu. Mais moi, je ne sais pas si on peut parler stricto sensu de censure pure et simple. Je crois que c'est une entreprise qui a préféré se séparer d'un client. Voilà, j'espère avoir été clair. Merci, absolument. Vous posez bien
certains nœuds de la situation. Alors, je vais passer maintenant la parole, me tourner vers Antoinette Rouvois pour lui demander justement de nous aider à comprendre le monde dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. C'est-à-dire, Antoinette, est-ce que vous pouvez nous expliquer au mieux comment cette gouvernance algorithmique, telle que vous l'appelez, est en train en fait de construire l'espace public de nos démocraties et comment effectivement ces entreprises privées ont un rôle absolument clé dans cette construction. Et Renaud Adam parlait d'algorithmes qui sont neutres. Est-ce que ces algorithmes sont neutres, selon vous? Merci beaucoup Isabelle, merci de me convier à cet événement. Je suis vraiment ravie de tout ce que j'ai entendu de conversation jusqu'à présent. Alors là, vous me plongez tout à fait dans un chaos en fait, hein, parce qu'il faut savoir que l'espace public délibératif sur Internet, c'est quelque chose qui a très peu à voir avec l'idée qu'on se fait d'un espace public. Tout d'abord, effectivement, en raison du fait que ces soi-disant espaces publics sont essentiellement, ou pourraient être considérés plutôt comme des business. Ils sont détenus principalement par des grosses compagnies américaines, en tout cas pour ce qui concerne notre monde à nous. Pour ce qui concerne le monde asiatique, c'est un petit peu différent. Mais déjà, le caractère d'espace public est éminemment problématique. Ce sont des espaces privés massivement ouverts au public et qui sont devenus en quelque sorte absolument incontournables pour pouvoir participer à la discussion collective. Alors c'est très compliqué. Si vous voulez, d'ailleurs en droit, on n'est pas très sûr en fait de la qualification à donner à ces espaces business, intermédiaires, plateformes. On ne sait pas très bien comment les appeler. Est-ce que ce sont des hébergeurs? Est-ce que ce sont des éditeurs? On est un petit peu entre les deux. Il y a une première génération de règles. La Commission européenne, dans une première directive sur le commerce électronique, a décidé en 2000 qu'il ne fallait absolument pas charger ces compagnies d'aucune responsabilité d'éditeur parce qu'il fallait justement leur permettre de prospérer, d'innover, etc. Aujourd'hui, on est en train de revenir un petit peu en arrière avec une deuxième salve, si vous voulez, de réglementations qui sont en cours de développement au niveau de la Commission européenne et qui visent plutôt à commencer à protéger les utilisateurs. Alors, protéger les utilisateurs européens contre quoi? Mais contre le fait qu'en fait, ces entreprises effectivement produisent des formes d'espace public, mais qui incarnent véritablement la vision surtout américaine. Alors la vision américaine, c'est free speech absolu et aucune exception au free speech. Il y a une sorte, si vous voulez, de fétichisme pour le premier amendement de la Constitution américaine, en plus de la considération que ce sont des entreprises privées. Donc, or, le seul ennemi de la liberté, c'est l'État. Hein, et donc, il n'y a aucune raison d'intervenir là-dedans. Au point que finalement, ce sont, par exemple, Facebook qui s'est doté récemment d'une Supreme Court, hein, qui finalement, et qui va devoir, par exemple, juger de l'affaire de Trump pour savoir si effectivement Trump va rester banni de Facebook ou va pouvoir réintégrer le réseau social. Et vous vous rendez compte que finalement, ces entreprises concentrent une quantité de pouvoir incroyable. Ils sont à la fois législateurs, exécutifs, pouvoir judiciaire et en plus ont aussi les pouvoirs de la presse. Et donc, il y a vraiment une très grande concentration qui est en ce sens effrayante. Alors, espace public, je dirais, c'est pas non plus un espace public dans la mesure où, c'est pas tellement un espace public dans la mesure où on comprendrait l'espace public comme espace de délibération à propos de la chose commune, irréductible à la seule juxtaposition des intérêts individuels. Or, que font les algorithmes? Ils personnalisent les environnements informationnels en fonction de ce qu'ils détectent que chaque individu pourrait vouloir, ce qui pourrait le plus l'intéresser ou ce par rapport à quoi il pourrait le plus réagir. Pourquoi cette personnalisation des environnements informationnels et donc une sorte d'hypertrophie de la sphère privée au détriment de l'espace public et de la libération publique? Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est le business model de l'Internet. Ce business model, il est fondé sur la rémunération au trafic, c'est-à-dire à la publicité. Et donc, il faut maximiser le trafic.
maximiser le trafic, ça veut dire créer de l'engagement, c'est-à-dire créer de l'addiction, faire en sorte, alors Facebook dit toujours, on essaye de connecter le monde, connecter les gens entre eux, mais on connecte surtout les gens à la plateforme. Chacun est tout seul devant son écran, mais connecter la plateforme et en jouant à y rester le plus longtemps possible. La newsfeed de Facebook a été explicitement conçue sur le mode du bingo. Donc, ce déroulement incessant qui va faire que vous allez rester dedans. Mais alors, Facebook, par exemple, je prends toujours Facebook, mais on peut prendre Twitter, on peut prendre d'autres plateformes, bien entendu. Ils connaissent une quantité incroyable d'informations psychographiques sur les individus. Ils savent des choses que vous ne savez pas à propos de vous-même. Si vous voulez, il y a des possibilités, ils ont des possibilités de modélisation du psychisme de chaque individu, mais non pas à l'aune de ce que vous transcrivez volontairement sur la plateforme, mais à l'aune du phéromone numérique, à la limite pré-sémiotique. Il y a cette idée aussi de très grande objectivité dont vous parlez. Cette objectivité des algorithmes, elle vient de quoi? Cette sensation d'objectivité, cette aura d'objectivité, elle vient précisément du fait que ces algorithmes nous donnent l'impression d'accéder au monde à l'échelle pré-sémiotique, c'est-à-dire ils ne vous considèrent pas comme membre d'une catégorie, ils ne me considèrent pas, ils n'interagissent pas avec moi en fonction du fait que je suis une femme, d'une certaine tranche d'âge, d'un certain milieu socio-professionnel, etc. Mais les algorithmes m'attrapent ou qualifient mes comportements possibles au départ simplement des relations entre des données tout à fait infrapersonnelles, ce que j'appelle des phéromones numériques, à la limite pré-personnelle que je laisse sur la toile ou que mes interactions laissent sur la toile, et qu'ils relient statistiquement à des modélisations produites à l'échelle industrielle, au départ de phéromones numériques de personnes avec qui je n'ai rien à voir, sauf peut-être certaines caractéristiques très infimes, très pré-personnelles. Voilà. Donc, ce que je voulais dire, c'est que ça transforme complètement l'espace public. Ce n'est pas, voilà, avec des caractéristiques qui sont les plus effrayantes, à mon sens, qui sont d'une part la quantité vidéo, texte, images. Facebook, c'est plus de 2 milliards d'utilisateurs dans le monde, donc c'est énorme. Évidemment, ça transcende les limites nationales, donc ça pose des problèmes de régulation, ça pose des problèmes de qu'est-ce qu'on va considérer comme un speech offensif, une parole offensive, dans quel contexte, tout ça est très contextuel, comment réguler ça de façon transnationale. La viralité, le caractère viral, qui est immaîtrisable, et l'amplification, le phénomène d'amplification, donc de radicalisation, etc. Voilà. Bon, j'ai dû être très caricatural, le temps est très court, excusez-moi. Pardon, je n'avais pas ouvert mon micro, donc très incisive. Merci beaucoup, Antoinette. C'est une parfaite transition, évidemment, avec la situation structurellement quasi inverse, qui est celle de notre prochain interlocuteur, Arnaud Ruyssen. Vous n'êtes pas justement dans un espace privé massivement ouvert au public, vous êtes un journaliste dans un service public et justement financé par les ressources de la collectivité démocratique qui, visiblement, quand elle a l'intention de se doter d'un instrument médiatique, répond à un impératif, de nourrir cet espace public, de se donner des moyens pour construire son espace public. Alors, est-ce que vous ne penseriez pas que la crise actuelle et l'importance que les réseaux sociaux ont pris dans, par exemple, la présidence Trump, dans le fait d'amener Donald Trump au pouvoir, est-ce que en contre-champ ou de manière un peu contre-intuitive, cela ne met pas en valeur l'importance justement pour nos sociétés de se doter de médias, de services publics qui peuvent jouer un rôle d'information, et alors là, lequel dans ces différences avec ces instruments médiatiques aux mains d'entreprises privées? Comment vous voyez ces formes de responsabilité, peut-être en fait renouvelées par la concurrence avec ces réseaux privés qui pèsent sur les journalistes et sur les médias publics aujourd'hui?
C'est une question compliquée hein, parce que c'est une concurrence et en même temps, c'est devenu au fil du temps une forme de dépendance aussi. Et donc, même quand on est aujourd'hui un service public d'information ou d'autres médias traditionnels qui ne sont pas forcément des services publics, mais qui essayent d'assurer cette mission que vous décrivez dans l'espace public, on est devenu au fil du temps, nous aussi, tributaires de ces grandes plateformes. Je voudrais juste faire un tout petit rétroacte. Moi, quand j'ai commencé à être journaliste ici à la RTBF il y a une petite quinzaine d'années maintenant, on était dans une logique d'organisation de l'information où on se souvient tous de comment étaient nos journaux papier. Hein. D'ailleurs, ils sont toujours en bonne partie comme ça. Donc, c'est un journal avec une, on met un sujet plus important en une, et puis alors après, on va aller dans les différentes pages. Pareil, quelque part, pour un journal télévisé ou un journal en radio, où il y a une forme de hiérarchisation de l'information, mais où on part du principe que ceux qui regardent, ceux qui vont ouvrir ce journal, ceux qui vont écouter, vont quand même entendre les différents sujets et vont les entendre dans un certain ordre qu'on aura hiérarchisé en tant que journaliste. Et puis, est arrivé d'abord le web, mais dans un premier temps, les sites web des journaux, les sites web des médias reproduisaient un petit peu cette même structure, c'est-à-dire qu'on avait quand même un sujet qui était en tête, et puis on descendait vers les sujets suivants, etc. Et puis sont arrivés ces réseaux sociaux. Et là, progressivement, ça a fondamentalement changé la donne parce que on a commencé à aller sur des contenus qui sont beaucoup plus individuels, c'est-à-dire qu'on va arriver sur tel article qu'on vous a partagé, qu'un ami a partagé dans votre fil. On va devoir, en tant que média, peut-être séduire, si je puis dire, davantage sur base de tel et tel contenu, un public bien particulier, parce que notre public, il ne va pas forcément y arriver dans le déroulé de son journal comme il y serait parvenu précédemment. Et tout ça fait que on a vu migrer progressivement. Moi, je me souviens encore de formations qu'on avait il y a quelques années ici à l'RTBF où on nous disait attention, il y a de plus en plus de gens qui vont sur nos contenus par Internet, mais attention, il y en a aussi, au début, c'était quelques pourcents qui y arrivent par Facebook. Et puis, c'est devenu progressivement une part majoritaire. Et donc, ça veut dire qu'on a complètement déstructuré, en quelque sorte, la façon dont les gens vont arriver sur nos contenus. J'arrive à la réponse à votre question, mais je pense que c'est important de bien comprendre ça. Et donc, ça veut dire que nous, en tant que service public, par exemple, nous, aujourd'hui, si on veut toucher nos publics, et en particulier aussi les nouveaux publics, ceux qui n'ont pas grandi avec la vision des médias que je décrivais au préalable, eh bien, on est obligé, évidemment, d'occuper ce terrain-là des réseaux, donc des plateformes comme Facebook, comme Twitter et autres. Or, le problème, et là je reviens un peu sur certains éléments qu'évoquait Antoinette Rouvroy, c'est que quand on doit aller sur ces plateformes, déjà, on est tributaire de la façon dont ces plateformes ont organisé l'information via ces algorithmes. Et en plus, le problème, c'est qu'on ne sait pas très bien comment ces algorithmes fonctionnent. Donc aujourd'hui, on est dans les rédactions du monde entier, réduit parfois à des politiques presque un peu divinatoires, par essai et erreur, en se disant, tiens, quand on met tel contenu de telle durée, avec tel type de titre, qu'on met plutôt une image ou plutôt une vidéo, etc., ça va mieux fonctionner, donc plus de chances de pouvoir être vu par un très grand nombre. Donc ça c'est un premier élément. On sait aussi que, comme on est tributaire aussi du clic, de contenus qui vont gagner une grande viralité sur ces plateformes-là, on sait que tout ce qui va parler aux émotions des personnes vont aussi avoir une plus grande viralité. Ça veut dire que ça va immanquablement jouer sur des contenus qui vont beaucoup plus se répandre que d'autres. Puis il y a ce phénomène aussi des bulles de filtre. Alors je sais que c'est un phénomène discuté parce que des bulles de filtre, on en a sans doute toujours eu, de par nos milieux sociaux. On ne lisait pas forcément la même chose dans telle famille que dans la famille du voisin, etc. Mais aujourd'hui, on a quand même de plus en plus des espaces, des espaces de plus en plus privés avec des cercles de plus en plus courts qui font que vous allez parfois ne plus du tout voir passer dans votre fil Facebook la même chose que ce que votre voisin, qui pourtant partage quand même pas mal d'éléments de réalité avec vous, va voir passer dans le sien. Et donc, quand on est un média de service public comme chez nous à la RTBF, et que notre but est quand même d'informer de manière générale à l'échelle de la fédération Wallonie-Bruxelles, avec cette idée quand même de créer des éléments qui nous relient du commun, enfin c'est aussi un des éléments du service public,
devoir passer par ces plateformes-là pour toucher tous les publics, qui est devenu une nécessité, rend extrêmement compliqué justement cette notion d'encore fournir une information qui soit, si pas la même, mais en tout cas qui donne un peu les mêmes clés de compréhension à tous ces différents publics qu'on doit aller chercher dans des espaces de plus en plus réduits, ou en tout cas dans un espace public de plus en plus morcelé. Et je dirais encore un dernier élément, parce qu'on parle d'un service public, dans notre cas, qui est financé en bonne partie par l'argent du contribuable, quand même une partie par la publicité. Mais quand on parle des médias privés, qui eux sont aussi très, très dépendants de la publicité, il faut aussi imaginer que ces grandes plateformes-là sont venues capter une bonne part du gâteau publicitaire qui était une source de financement pour tous nos médias. Aujourd'hui, les gens vont directement payer à Facebook pour la publicité. Facebook qui lui-même va trouver son audience par rapport à des contenus médiatiques qu'il partage. Mais donc la publicité, elle ne va plus directement chez les médias, elle va plutôt aller chez Facebook. Et dans un contexte médiatique où on sait déjà que les difficultés socio-économiques pèsent sur la qualité des contenus, évidemment, le fait d'avoir encore moins de ces recettes-là qui sont maintenant captées par ces grandes plateformes accroît un peu la crise au niveau de ces enjeux socio-économiques, et donc pèse sur la possibilité d'aller vraiment remplir les fondamentaux du journalisme en matière de décryptage, en matière d'enquête, en matière de reportage, etc. Donc voilà, je dresse un tableau un peu sombre. Après, je pense qu'il y a aussi des opportunités, et on peut, dans la suite de la discussion, remarquer qu'il y a des choses qui ont été mises en place progressivement, il y a des réactions à tout ça, il y a des médias nouveaux qu'on a vu complètement apparaître, qu'on n'aurait sans doute pas pu imaginer à ce niveau-là, mais il faut quand même voir que ça nous met tous médias, y compris des médias de service public, dans une situation pas évidente, dans une relation de dépendance dont il n'est pas simple de tirer le meilleur parti. Merci beaucoup. Je pense qu'effectivement, pour un premier tour, en moins de 30 minutes, on a fait un beau panorama du diagnostic de la situation, comme vous dites, qui n'est pas simple, qui est complexe et en même temps qui contient des opportunités. Donc, dans cette seconde phase de prise de parole, la question que j'aimerais vous poser, c'est celle justement c'est la question positive au sens de la question constructive, c'est-à-dire en termes de pistes de manière d'adresser les défis que vous identifiez. Quelles sont les formes d'action nécessaires, peut-être les unes plus urgentes que les autres, à prendre pour que nos sociétés puissent veiller justement à la construction d'un espace public qui pourrait renforcer, disons, le sens du commun et du destin commun de l'humanité, qui est absolument une évidence. Hein. C'est évident que nous sommes en fait sur le même bateau, ça s'appelle la planète Terre, et qui puisse faire face justement à ces tendances centrifuges que vous venez très bien de décrire. Est-ce qu'on peut proposer d'abord à Renaud Adam de nouveau de prendre la parole pour nous éclairer sur ce qu'il voit émerger, qui semblerait important de mettre ici de partager ici pour la fin de ce second panel, pardon. Oui, alors plusieurs choses, bien évidemment, c'est d'être concis. Moi, la première chose que je dirais, c'est reprendre le pouvoir, ne plus se laisser guider par son newsfeed, l'abandonner. Par chance, quand je reçois des mails d'Amazon me conseillant des livres, je me dis que l'algorithme n'a pas encore tout gagné. Quand je vois certaines recommandations, donc allez chez le libraire, faites confiance au libraire, parce que le vrai défi, c'est quoi? C'est l'accès à l'information. Arnaud Reussen l'a dit, on est dans une opacité absolue. On n'a jamais été dans une situation dans le monde, dans l'histoire du monde, à avoir accès à autant d'informations, aussi rapidement, être en contact avec autant de personnes, même qu'on a perdu de vue depuis des années, mais dans une opacité absolue. Et là, je me range derrière le sociologue Dominique Cardon, qui demande, avec d'autres membres de sa communauté, Dominique Cardon, spécialiste du monde numérique, pas rendre en open access les algorithmes, mais bon, moi, j'y comprendrais rien, ça ne me changerait rien, mais vraiment nous expliquer comment est classifiée et hiérarchisée l'information. Alors, il y a aussi un autre point, il va falloir quand même y passer un jour, c'est la régulation. Je suis content d'avoir lu il y a 2 jours dans le soir que la députée écolo Claire Hugon propose une révision de la constitution du délit de presse. Délit de presse qui, bien sûr, en 1831, on n'imaginait pas du tout que Twitter allait débarquer avec tout ce lot
de vagues, de choses néfastes qui peuvent l'accompagner. Et je crois que vraiment, rajouter au délit de presse le harcèlement, en fait, tout ce qui contribue à ce qu'on pourrait appeler au bûcher moderne, hein, vraiment, on ne brûle plus en place publique des gens, mais symboliquement, on les détruit, que ce soit par la sphère médiatique, des tweets, des reportages, des posts haineux. Il suffit de voir les personnes prises dans les séquences médiatiques à tort ou à bien, hein, je ne pose pas de jugement éthique. Mais là, je crois que vraiment, il va falloir réguler et reprendre le pouvoir sur ces GAFAM qui ont instauré presque une censure supranationale. On le voit, les pays tentent de le faire. On l'a vu en Australie, avec le problème de la presse, Nourrissène évoquait bien, avec la problématique, on ne paye pas. Facebook refuse de reverser l'argent de la publicité pour la diffusion de la presse. Donc tout ça, je crois qu'il va falloir réfléchir, mais c'est un débat qui prend du temps et malheureusement fait aussi premier dans l'histoire, c'est la rapidité avec laquelle tout ça se met en place. Il y a 10 ans d'ici, on n'aurait jamais imaginé qu'un président des États-Unis, en quelques clics, aurait pu changer complètement son pays et le fracturer d'une façon qui était certes lancinante, mais on n'a plus de débats longs posés, on a des débats en 180 caractères. Donc ça, c'était vraiment un gros problème. Je crois que c'est vraiment régulation et reprise du pouvoir qui sont vraiment les enjeux pour moi actuels. Merci beaucoup. Antoine Trouveroy? Alors c'est une question éminemment difficile. Personne n'a de réponse en fait. Hein. Moi non plus par rapport à cette question. On est vraiment on est confronté vraiment à un nouveau paysage pour lequel on n'amène pas vraiment les concepts et les mots encore pour décrire le paysage dans lequel on est. Et donc trouver des solutions, c'est quelque chose de très très difficile. Alors en Europe, on a tendance assez paradoxalement à penser que la régulation pourra se faire grâce à l'intelligence artificielle. On est très technosolutionniste, bizarrement plus que les Américains à la limite. Hein. On le voit à travers les nouvelles régulations proposées notamment par la Commission européenne, qui charge vraiment les plateformes d'une responsabilité, donc de faire détecter par les algorithmes la désinformation, les discours de haine, etc., au risque finalement de se défaire de la responsabilité d'interpréter les lois, y compris d'interpréter les lois nationales au profit d'algorithmes qui ont bien du mal en fait à interpréter. Les algorithmes peuvent fonctionner pour détecter certaines choses. Par exemple, ils sont très agiles à détecter certains types d'images. Ça peut être utile par exemple pour détecter des images pédopornographiques, des images qui montrent des maltraitances et des choses comme ça. Pour certaines choses, ça peut, si vous voulez, permettre d'émettre des alertes. Après, bon, il faut un jugement humain évidemment, hein. Mais par contre, dès lors qu'il faut que pour qu'on caractérise, pour que soient caractérisées certaines énonciations comme illégales, il faut prendre en compte le contexte. Dès qu'il faut une interprétation du contexte, à ce moment-là, les algorithmes, ils ne s'en sortent pas. Alors, il y a aussi beaucoup d'autres difficultés qui sont notamment le problème de la vitesse. Alors, parce que une solution très préconisée aujourd'hui, c'est de permettre à chaque internaute finalement de signaler des contenus potentiellement litigieux ou potentiellement illégaux. Le problème, c'est que au moment où on a adjudiqué, où on a décidé, où la plateforme a décidé de ce qu'elle allait faire de ce signalement, en général, s'il s'agit de contenus qui sont viraux, ils ont déjà été repris soit dans la presse généraliste pour justement faire du buzz aussi, hein. Il y a aussi ce rapport qu'Arnaud Ressen expliquait tout à l'heure, soit ils sont déjà partis dans tous les sens. Donc le problème aussi, c'est que les algorithmes eux-mêmes, il y a des algorithmes qu'on appelle les GAN qui sont des algorithmes génératifs, c'est-à-dire qui génèrent des trompe-l'œil pour les algorithmes. Vous voyez jusqu'où on va. On a parlé des deepfakes, par exemple, c'est-à-dire ce sont des photographies de personnes qui n'existent pas. Ou alors, on peut faire trafiquer les vidéos de manière incroyablement efficace pour faire croire que quelqu'un a dit quelque chose. Et vous voyez, l'image, c'est très perçu. Voilà. Et les algorithmes eux-mêmes ne parviennent pas, en fait, à détecter ce genre de manipulation. Donc, vous voyez, quand on dit qu'on est dans la post-truth, c'est pas que j'ai cru qu'un jour on était dans la truth era, mais quand même, on est dans quelque chose qui a franchi un seuil. Donc, ça devient très, très difficile. Donc, comment faire par rapport à cela? Je crois que on est là face à une sorte de positivité sans négativité, si vous voulez, parce qu'on n'a jamais le temps
C'est une question de vitesse. Hein. On est vraiment passé à moi j'appelle ça plutôt l'ingouvernance algorithmique. Je suis revenue sur mon terme de gouvernementalité. Finalement, c'est un mode de gouvernement des contenus et des comportements sur le mode du trading à haute fréquence. C'est comme ça que ça se passe. Et de même que la mise aux enchères de l'espace publicitaire, c'est-à-dire de notre espace mental, il y a des bourses qui sont organisées pour ça, et ça se fait vraiment à la milliseconde. Donc c'est quelque chose qui dépasse toute possibilité de maîtrise humaine. Et donc, si on veut revitaliser le débat public véritablement, je pense qu'il n'y a pas d'autre manière que de le revitaliser hors Internet. Je pense que tout ne sera pas réalisé par l'Internet. Bien sûr, on peut trouver des manières de mitiger, des mitigating measures, c'est-à-dire que ce n'est pas pour ça qu'il ne faut rien faire sur l'Internet. Mais vous voyez, on est vraiment dans un monde très multipolaire dans lequel même l'Alliance nord-atlantique, je veux dire, ne peut pas faire grand-chose par rapport aux différents contextes. Et donc, il faut à la fois, c'est vrai, peut-être essayer de se mettre d'accord à un niveau vraiment supranational, mondial, au niveau peut-être des Nations Unies, sur des grands principes, mais l'application de ces grands principes et leur traduction en termes algorithmiques notamment ne pourra se faire que de façon locale. Parce que tout simplement, par exemple, l'évaluation de ce qu'est un contenu choquant va dépendre éminemment de chaque contexte. Et on ne peut pas faire confiance aux personnes les mieux intentionnées, haut placées dans la hiérarchie de Facebook, de Google, etc., tous issus de la Silicon Valley, tous bien blancs et bien occidentaux, si on veut, pour être suffisamment proche des contextes pour pouvoir faire cette évaluation. Voilà, je vous laisse avec ça, qui est simplement un aveu de perplexité énorme, mais aussi un appel finalement aux politiques au sens le plus traditionnel du terme. C'est-à-dire que j'ai l'impression que les GAFAM, en fait, se saisissent de tous les espaces délibératifs que nous déshabitons. Si vraiment nous pouvions reconstruire un ethos démocratique et un souci de la chose publique, du débat et d'espace-temps du débat public en dehors des plateformes, ce serait une bonne chose. Merci beaucoup. Arnaud Ruyssen. Je vais rebondir un peu sur ce que vient de dire, je ne sais pas si mon micro, oui, ça va, il est allumé, sur ce que vient de dire Antoinette Rouvroy, quand elle dit que les solutions ne sont pas forcément dans l'Internet ou dans les réseaux sociaux, forcément, il faut qu'on y reste. Nous, je pense qu'en tant que médias et qu'on doit continuer à investir ça, puis que ça nous permet parfois aussi d'aller toucher des publics plus jeunes qu'avant, peut-être des médias traditionnels comme les nôtres auraient eu du mal à toucher. Et là, en développement de nouveaux formats, on voit aussi qu'on parvient à toucher et amener des contenus parfois chez des très jeunes, par exemple, qu'on n'aurait pas su toucher avant. Donc, il y a évidemment des opportunités assez fantastiques aussi qui sont offertes par ces réseaux sociaux, tout comme il y a, je pense que c'est important de le dire aussi, des paroles qui peuvent s'exprimer dans l'autre sens, donc remonter vis-à-vis des médias à travers ces réseaux sociaux, et il ne faudrait pas nier que ça a aussi amené parfois des personnes qui n'auraient jamais pu faire entendre des voix, on peut parler de mouvements comme MeToo par exemple, à pouvoir très très rapidement se retrouver après, non seulement sur les réseaux sociaux, mais après traités par les médias traditionnels, etc. Donc ne jetons pas non plus le bébé avec l'eau du bain, ça a permis aussi ce genre de choses, les réseaux sociaux. Mais quand Antoinette Rouvroy disait la solution n'est pas forcément dans Internet, ce qui est intéressant de voir, c'est que la nouvelle économie numérique a aussi permis, à un moment donné, en partant de plateformes web, à de nouveaux médias d'émerger. On peut parler, par exemple, en Belgique francophone, de médias comme Médor ou Wilfried qui sont nés ces dernières années, qui sont des médias coopératifs, où le web a clairement joué un rôle dans sans doute la formation d'une communauté au départ, de personnes qui, par des financements participatifs, crowdfunding, etc., ont pu faire émerger un projet, mais des projets qui sont en fait finalement quand même de magazines papier qu'on va aller acheter chez le petit libraire de son coin et que l'on va consommer, si je puis dire, dans une approche assez lente, parce que je pense que justement cette espèce de frénésie des réseaux sociaux crée le besoin
à l'inverse, chez certains, de pouvoir à un moment donné se dire oh là, j'ai envie de pouvoir me poser et de trouver ces contenus-là. Donc, par effet presque de ricochet, on a vu naître de nouveaux médias papier. Je ne suis pas sûr que tout le monde aurait parié là-dessus il y a encore quelques années. Alors, ça reste encore relativement marginal, il faut bien le dire. Ça touche un public, là aussi, qui est quand même un public plutôt favorisé. Et je crois qu'un des vrais enjeux à creuser, peut-être pour vos webinaires futurs, c'est aussi ce fossé, cette fracture informationnelle qui pourrait venir en plus de la fracture numérique si on a d'un côté des gens qui peuvent se permettre d'investir dans des contenus qui sont plus travaillés, plus approfondis, peut-être avec des enquêtes parfois plus en profondeur que ce qu'on ne faisait même jadis grâce à de nouveaux moyens, d'avoir de l'autre côté des gens qui, eux, s'abreuveraient juste d'une information purement basée sur le modèle du gratuit, donc sur la publicité, donc de la course au clic et donc de la course aux émotions, à la colère, etc. Parce que ça, on sait que ça marche très bien dans les algorithmes. Donc voilà, c'est des possibilités, mais il faut être attentif que ces nouveaux médias-là, pour le moment, ne touchent qu'une part du public assez réduite. Et puis, je pointerai un troisième élément, peut-être de réflexion et de solution. C'est pas pour faire un plaidoyer pro domo de la RTBF, mais je trouve qu'il y a quand même une réussite peut-être à pointer ces dernières années, c'est la plateforme Ovio. Alors, j'imagine que tous ceux qui nous suivent n'ont pas toujours une expérience utilisateur absolument formidable et que peut-être quand on compare à des Netflix ou autres, parfois il y a des éléments de fonctionnement qui sont peut-être pas toujours exactement aussi efficaces. Mais enfin, on a quand même réussi à créer en Fédération Wallonie-Bruxelles une plateforme qui héberge toute une série de contenus et sur laquelle on a vraiment encore la maîtrise des algorithmes et où on peut choisir, nous, en tant que service public, de mettre plutôt en avant tel ou tel contenu sans être dans une logique de recherche de profit et sans que ce soit un modèle qui soit non plus basé complètement comme peuvent l'être Facebook, par exemple, ou Netflix et autres, sur de la collecte de données pour en faire forcément un business. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a quand même aussi des possibilités. Alors, je ne sais pas si les États peuvent eux-mêmes recréer de propres réseaux sociaux publics. Ce serait intéressant peut-être d'entendre d'ailleurs ce que Antoinette Rouvroy en pense. Mais en tout cas, il y a quand même des possibilités de garder quand même les clés pour ne pas se rendre fondamentalement dépendant de plateformes qui, quand elles décident de modifier tout d'un coup leur algorithme, peuvent faire. Et je cite un exemple réel. À un moment donné, Facebook avait décidé de changer la manière dont il référençait les contenus issus de médias dans ces fils d'actualité. Ils avaient fait le test, je crois, si je ne m'abuse, en Autriche tout d'abord, avant de l'appliquer au reste du monde. Ils ont d'ailleurs modifié un petit peu entre la phase test et la phase d'application complète, parce qu'en une semaine, je crois qu'en Autriche, les médias avaient perdu les 2 tiers de leurs lecteurs parce que Facebook avait changé la façon dont on référençait les médias dans le fil. Donc voilà, il y a sans doute des pistes de solutions, mais on sent bien que l'histoire est longue à écrire parce que le match est vraiment pas simple. Il y a des choses encourageantes. On peut voir aussi qu'aux États-Unis, il y a eu pas mal d'investissements participatifs de citoyens, de lecteurs dans des médias de qualité parce qu'ils se sont dit, avec l'ère Trump, il faut vraiment. Notre solution, c'est d'avoir des bons médias qui font leur boulot, des journaux qui font leur boulot. Mais de nouveau, ça reste une part de la population et il y en a toute une autre qui en est très très loin de ces nouvelles solutions-là. Merci beaucoup. Alors, on va peut-être demander à Nicolas Simon d'intervenir pour peut-être canaliser l'une ou l'autre dernière question. Oui, un tout grand merci en tout cas pour cette réflexion et ces discussions fortement stimulantes. Alors, il y avait plusieurs questions, réflexions qui ont émergé dans la discussion que vous aurez peut-être pu voir. Quelqu'un pose la question de la faisabilité en fait d'une sorte d'UNESCO de l'Internet. Est-ce que ce serait possible, voire éventuellement souhaitable? Le financement aussi public pour des plateformes d'information. Est-ce que ça, c'est possible? Ici, on en a un petit peu, quoique Ovio n'est pas peut-être nécessairement orienté là-dessus, mais on peut y retrouver quand même aussi déjà un certain nombre d'informations liées à cet organe public qu'est la RTBF. Et si ces plateformes avec des financements publics sont possibles, y a-t-il donc une alternative citoyenne et quel serait le piège? Et ensuite, pour peut-être rebondir sur un commentaire concernant le fait que
l'Europe devrait intervenir pour la régulation. Là aussi, c'est peut-être intéressant de voir est-ce que que peut-être qu'est-il en train de se passer, et me semble-t-il aussi, c'est de voir dans quelle mesure l'Europe est ou n'est pas un exemple pris en compte par les autorités américaines de plus en plus, et qu'on se rend compte que les actions entreprises par la Commission européenne sont de plus en plus regardées par les autorités américaines en vue justement d'intervenir sur la régulation des entreprises. Et alors, je me permets, comme j'ai la parole, une petite remarque aussi pour pour aller dans le prolongement de ce qu'Arnaud Reussen mettait en avant par rapport à Facebook et le rôle néfaste de ces plateformes souvent mis en avant. Par rapport aux dernières élections présidentielles, les campagnes qui ont pu être menées par Facebook directement ont permis l'enregistrement de plusieurs millions, voire 4 ou 5 millions d'électeurs américains qui n'étaient pas inscrits. Et on sait très bien que l'inscription sur les registres électoraux aux États-Unis est une question assez compliquée. Donc là, il y a aussi parfois des actions qui permettent une mobilisation justement des électeurs au-delà de tout ce qui ne va pas et que l'on a sans doute tendance à mettre rapidement en avant aussi. Donc voilà peut-être quelques commentaires ou quelques réflexions pour les minutes à suivre. Est-ce qu'on vous proposerait à chacun 1 minute 30 pour une dernière contribution? On n'avait pas l'intention de pouvoir faire le tour de tous ces enjeux aujourd'hui et on ne le fera certainement pas, mais ça nous donne en tout cas l'envie de poursuivre la réflexion évidemment. Donc 1 minute 30 à chacun, je reprends l'ordre. Renaud Adam? Oui, c'est très vaste. Comment répondre? Bon, ça va prendre du temps, je crois. Je crois, comme ce qui a été dit, il ne faut pas se centrer uniquement sur Internet. On a une vie physique, mais il y a des dangers. Là, il faut être conscient des dangers. Je crois que c'est un des gros problèmes actuels que la séquence médiatique Trump a eu, c'est que beaucoup de gens ne prennent pas la réelle mesure de l'importance de leur connexion Internet, qu'il suffit de sortir. Et c'est vrai que c'est le problème de fil, c'est un problème, mais je reviens toujours avec mon idée de régulation. On a réussi à imposer aux industries chimiques à prouver qu'elles ne polluaient pas. Je pense qu'on va peut-être un jour arriver à imposer aux GAFAM qu'ils ne nous polluent pas, j'espère. Enfin, l'avenir nous le dira, mais c'est aussi, on en a parlé, le ratio temps, ça va très vite et la régulation prend énormément de temps. Et surtout, comment réguler? Ça, c'est vraiment un gros problème. L'intelligence artificielle, l'humain, je ne sais pas. Je ne suis qu'historien, je regarde. Et j'essaye de proposer des analyses. Merci beaucoup. Antoinette Rouvroy. Le micro, Antoinette. Oui. Voilà. Merci beaucoup. Alors, sur la question d'une gouvernance mondiale, je pense qu'elle est un peu inévitable, mais aujourd'hui, elle est prise en main littéralement par les GAFAM eux-mêmes, en fait. C'est ce qui est en train de se développer avec notamment on l'appelle la Cour suprême, en fait, c'est pas comme ça que ça s'appelle, mais que Facebook a mis en place. Il y a quand même cette ambition-là, en fait, de remplacer progressivement, de remplacer progressivement les gouvernements. Alors, en face de cela, bien entendu, il y a d'autres initiatives plus anciennes qui sont, par exemple, le Sommet mondial de la société de l'information. Il y a des tentatives qui ont été faites. Il y a aussi des systèmes entre techniciens d'Internet eux-mêmes. Depuis le début, en fait, il y a eu une nécessité, par exemple, de standardiser des tas de choses, de processus, etc., pour que l'Internet lui-même puisse fonctionner. Donc, c'est déjà dès le départ, en fait, l'Internet a toujours été, dans une certaine mesure, un espace qui appelle la réglementation ou en tout cas une régulation mondiale. C'est vrai. Maintenant, politiquement, ça ne se met pas en place facilement, en tout cas. Ce n'est pas ce que je vois. Et par contre, les entreprises d'Internet, elles sont très efficaces à mettre ça en place. Alors, Antoinette, oui, voilà, je voulais juste dire, je suis tout à fait d'accord avec Arnaud Reussen aussi. Hein, moi, j'ai vraiment appuyé sur les aspects les plus...
ce qui court-circuite le plus finalement l'espace public. J'ai assisté sur Facebook, etc. Mais évidemment, c'est aussi une démocratisation de la parole publique et ce sont des choses qui sont très intéressantes. Il y a des choses intéressantes à faire. Alors, sur la régulation européenne, c'est vrai que l'Europe veut se montrer, aimerait beaucoup imposer le modèle européen comme modèle mondial, en fait, avec le respect des droits et libertés fondamentaux, le RGPD qui, effectivement, le règlement européen en matière de protection des données, qui, effectivement, s'est imposé quasiment mondialement. Donc, il y a effectivement cette tendance-là à vouloir imposer le modèle européen. Antoinette, je vais te couper malheureusement parce qu'il est 4 heures et qu'on va vraiment terminer à peu près à l'heure, comme je sais qu'Arnaud Rossen a l'habitude de terminer en quelques secondes. Je vais lui passer la parole pour qu'il puisse terminer notre séminaire. Moi, juste peut-être un espoir, hein, en se disant qu'il y a effectivement des grosses questions qui sont posées. Nous, à notre métier, par exemple, de journaliste, avec tout ce qu'on voit de fake news, de désinformation, de difficultés justement à encore aller toucher tout le monde avec cet espace complètement morcelé, etc. Et donc, peut-être que progressivement, et on en voit quelques embryons dans ce que je pointais avant, c'est peut-être l'occasion aussi de faire un journalisme qui va vraiment pouvoir aller de plus en plus en profondeur. On a un monde de plus en plus complexe, on a de plus en plus accès à l'information. Donc peut-être que le rôle du journaliste qui était avant plutôt d'aller chercher l'information un peu où elle se trouvait et de l'amener au public, aujourd'hui, il doit aider le public peut-être à trier l'information, à donner des clés justement sur de quoi il doit se méfier, sur comment comprendre la complexité, comment s'y retrouver lui-même face à l'information. C'est un métier qui change, mais c'est aussi plein d'opportunités. Mais je crois qu'il faudra réfléchir vraiment à la question du financement de la presse, sans doute pour le futur. Aujourd'hui, il y a déjà beaucoup de journaux qui sont dépendants fortement des aides publiques, pas seulement le service public. Et donc, il va falloir penser à comment aider ces journaux, mais en même temps, comment ne pas les mettre sous tutelle ni des entreprises privées d'un côté, mais pas non plus peut-être des États de l'autre. Et donc, il y a sans doute un modèle de financement à inventer, à créer. Mais en tout cas, les conditions socio-professionnelles de fabrication de l'information aujourd'hui sont un vrai enjeu et c'est un vrai défi si on veut ce journalisme-là que je décrivais pour demain, dont on aura sans doute particulièrement besoin. Bien, merci beaucoup. C'est un très bel enjeu sur lequel terminer, qui rebondit évidemment sur la question de l'équipement de tous les citoyens aussi pour construire cet espace public du projet démocratique. Alors, je pense qu'on va se laisser ici. On aurait certainement des heures encore de discussion, mais merci à chacun des participants d'avoir été présents avec nous. Merci à tous ceux qui ont été présents dans le premier panel, Philippe Van Parijs, Emmanuel Damblon, Olivia Venet, Didier Vivier, et bien sûr, nous remercions Nicolas Simon qui a été la cheville ouvrière de ce séminaire. Un grand merci à tous et à toutes et au plaisir de vous retrouver bientôt. Je laisse la parole peut-être à notre secrétaire perpétuel qui a certainement encore quelque chose à dire, comme toujours. Eh bien, je vais te décevoir, Isabelle. Je n'ai plus rien à ajouter à tout ce que tu as dit, sauf moi aussi, à remercier tout le monde et remercier toutes les auditrices et les auditeurs pour ce séminaire. Merci beaucoup et je suis sûr que nous allons vous retrouver très vite pour d'autres webinaires de l'Académie qui continuent à réfléchir sur toute une série de sujets d'actualité et qui travaillent tout particulièrement, et Isabelle Ferreras et moi sommes particulièrement soucieux de cela, qui travaillent sur... Alors, quel suspense, nous ne savons pas ce sur quoi. Didier, nous t'avons perdu malheureusement, le réseau de l'Académie là fait défaut, mais donc il faudra se retrouver au prochain séminaire pour que nous puissions continuer toute cette discussion. Je vois le chat très rigolo, effectivement, censure. Non, ce n'était pas à l'ordre du jour, mais au plaisir de vous retrouver tous. Un tout grand merci. À bientôt. Portez-vous bien, tous et toutes. Merci beaucoup. Au revoir.